Bien, bonsoir à tous et tous. Merci de votre présence malgré la froidure des temps. Il me revient en tant que maire d'arrondissement d'installer ce nouveau conseil de quartier, puisque comme vous le savez peut-être, les conseils de quartier ont été renouvelés tous les 10, puisque nous avons dit conseil de quartier dans le 15e, à mi-mandat, parce que j'ai souhaité que 2 fois plus de citoyens puissent y participer au niveau des conseillers de quartier. Et donc, à mi-mandat, nous renouvelons les conseils de quartier, notamment des collèges habitants et associatifs, puisqu'il y a également 2 autres collèges qui, eux, ne sont pas renouvelés, puisque ce sont les collèges des élus, qui sont désignés à la proportionnelle des groupes du conseil d'arrondissement du 15e, et puis également les personnalités qualifiées. Je voudrais tout d'abord, évidemment, féliciter Amélie Kanagas-Abeille, qui est ici présente et qui est votre nouvelle présidente de conseil de quartier, qui a été à la fois tirée au sort dans un premier temps, sous contrôle d'huissier d'ailleurs, comme nous l'avons fait à la mairie du 15e, et qui ensuite a été élue par le conseil de quartier pour devenir sa présidente pour les 3 ans à venir. Bravo aussi à tous les conseillers de quartier. Je ne les félicite pas pour leur élection, parce qu'ils n'ont pas été élus, mais en tout cas pour s'être portés volontaires et assumer cette fonction très importante sur le plan de la démocratie participative locale. Et vraiment, nous tenons, nous, à ce que les conseillers de quartier, ce que les conseillers de quartier aient un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'arrondissement et dans sa gestion démocratique. D'ailleurs, lorsque nous avons lancé le renouvellement le 5 juillet dernier, l'appel à candidature, c'est pas moins de 620 habitants et 52 associations qui se sont portées candidates, ce qui témoigne, et à juste titre, d'un intérêt indéniable pour les conseils de quartier. Et bien sûr, je voudrais aussi saluer, féliciter les 240 conseillers de quartier qui, au cours des 3 années écoulées, ont joué un rôle important dans ces conseils de quartier. Il y en a peut-être certains qui sont renouvelés ou qui sont présents ici. Le conseil de quartier, c'est donc 24 membres titulaires. Il y a 12 habitants qui sont titulaires et 12 suppléants. Alors d'ailleurs, je donne tout de suite une instruction à ceux qui sont portés volontaires, c'est-à-dire que vous devez siéger. Puisque dans le règlement intérieur que j'ai fait établir, 3 absences équivalent à un départ du conseil de quartier. Voilà, parce que quand on se porte candidat pour représenter d'une certaine manière ses concitoyens, on essaie de faire le job. Je ne doute pas que vous serez très assidu, mais sachez qu'automatiquement, si vous êtes absenté 3 fois, eh bien, c'est votre suppléant qui vous remplace. Donc ils sont là derrière à pousser, donc faites très attention à vous, et on souhaite qu'évidemment, pendant ces 3 conseils de quartier par an, vous puissiez être présents. Ce n'est pas un effort majeur. Il y a également, comme je disais, des représentants associatifs, 4 représentants d'associations qui eux aussi sont tirés au sort, 4 personnalités qualifiées et 4 élus. Et aussi, je le dis, nous sommes le seul arrondissement d'ailleurs à filmer les conseils de quartier. Il y a une caméra derrière et c'est retransmis, enfin les séances plénières en tout cas, qui sont retransmises sur le net, sur le site de la mairie, dès le lendemain. Donc il s'agit pour vous qui vous êtes engagés pour 3 ans de contribuer à améliorer la vie quotidienne dans le quartier avec un certain nombre de moyens mis à votre disposition. Je le disais, vous réunirez 3 fois en séance publique. Il y a des séances préparatoires aussi, où d'ailleurs vous décidez de votre ordre du jour, parce que j'ai souhaité bien sûr que d'une part, les conseillers de quartier soient maîtres de l'ordre du jour, même si mon adjointe de quartier, Marion Pariset, est là aussi pour aider, bien sûr, pour appuyer, soutenir l'action des conseils de quartier, notamment sur le plan administratif, mais aussi pour indiquer les éléments d'information qui sont nécessaires à l'édification, si je peux dire, des conseils de quartier, puisque c'est nous en mairie, bien sûr, la plupart du temps, qui connaissons les projets qui doivent vous être présentés. Et puis, bien sûr, aussi, autrefois, c'est mes adjoints qui prisaient les conseils de quartier, et donc j'ai considéré, à la fin du dernier mandat, du mandat précédent, que les habitants pouvaient fort bien, effectivement, effectuer cette mission et tenir ce rôle. Bon, beaucoup d'actions de terrain, il y aura des marches exploratoires
en présence des services techniques compétents. Je remercie d'ailleurs les services techniques d'être venus ce soir aussi pour un certain nombre de sujets à l'ordre du jour. L'idée, c'est d'identifier des points d'amélioration, de nous faire remonter les problématiques locales en toutes circonstances. N'hésitez pas. Nous essayons de faire évoluer aussi la charte de nos conseils de quartier au niveau de leur mode de gouvernance pour qu'ils soient encore plus réactifs et plus encore à l'écoute des habitants. Un sujet aussi qui est un peu parallèle, mais qui est important aussi, c'est le budget participatif. Vous connaissez le principe du budget participatif, hein, qui est de distraire, si je peux dire, une partie du budget parisien et de l'arrondissement pour que son utilisation soit décidée par les conseils de quartier, par les habitants d'ailleurs de façon générale. Et c'est un montant pour le 15e quand même qui représente environ 6,5 millions d'euros par an, qui est mis à la disposition des habitants pour proposer des projets qui ensuite seront appliqués quand c'est possible d'ailleurs, parce que ça prend souvent beaucoup de temps malheureusement. Mais enfin, il y a une période d'idéation, c'est-à-dire qu'en février en général, oui, c'est à peu près la période de février, on propose aux habitants de nous envoyer leurs projets, tout projet concernant le 15e. C'est des projets d'investissement, hein, pas de fonctionnement. C'est des projets d'investissement. Alors évidemment, après, il y a une commission qui se réunit pour sélectionner ceux qui sont viables, parce qu'il y a forcément des problèmes juridiques, budgétaires, administratifs, enfin de toutes sortes. Donc on retient un certain nombre de projets qui sont ensuite soumis au vote des habitants au mois d'octobre, et les projets qui ont été plébiscités par les habitants et par les conseils de quartier, qui peuvent présenter aussi en tant que conseil de quartier des projets, sont appliqués dans les mois ou les années qui suivent, à hauteur de 6,5 millions d'euros chaque année. Mais c'est important de rappeler. Oui. Non, c'est pour le 15e. Eh oui, voilà, madame. Écoutez, ben, tant mieux. Il y en a qui trouvent ça insuffisant, mais je peux réduire si vous préférez. Moi, ça m'arrange. Hein, si vous réduisez, ça me fait des économies, mais c'est 6,5 millions pour le 15e. Absolument. Vous savez, tout coûte cher. Hein. Vous voyez, tout coûte cher, et donc 6,5 millions, c'est assez vite dépensé. Mais c'est intéressant et important, je pense, qu'une partie de ce budget, du budget de l'arrondissement, puisse être soumis à la décision des habitants. À partir de ça, il faut voter évidemment pour ces projets. Et il y a beaucoup de projets intéressants d'ailleurs qui sont ainsi mis en place. Comme un auditorium, par exemple, à la médiathèque Yourcenar, ou un ascenseur qui va être mis à la bibliothèque Vaugirard, qui va permettre son accessibilité. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses très différentes. Alors, les conseils de quartier ont un budget aussi. Là, peut-être que vous considérez qu'ils sont moins énormes, parce que le conseil de quartier est doté d'un budget annuel de 3 306 euros. Donc là, on redescend sur terre, hein, d'accord. Donc voilà, quand même 3 306 euros à vous partager, ça ne fait pas beaucoup par personne. Mais bon, c'est un budget là de fonctionnement, d'animation, quoi, pour organiser des petites fêtes, enfin des animations locales, on ne peut pas aller très loin avec ça. Et un budget d'investissement aussi, quand même, alors qu'il ne fait pas 6,5 millions, mais il fait 8 264 euros. Bon, vous vous décontenterez de ça. C'est-à-dire que c'est un montant qui est fixé pour tous les conseils de quartier de tout Paris. Hein. C'est une décision municipale. Et donc, ce que je vous conseille néanmoins, c'est d'avoir des projets très vite. Parce que vous verrez, pour ceux qui ne savent pas encore, que le temps administratif est un temps long. Un temps très long. Très, très long. Très, 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 très long. Donc, quelque chose que vous allez décider maintenant, c'est peut-être vos successeurs hein, qui en profiteront. On dit même pour les maires, on dit que le maire qui lance un projet, c'est sur les successeurs qui l'inaugurent, vous voyez. Mais donc, voilà, donc il faut, sous l'égide évidemment de votre présidente et puis de l'adjointe de quartier, qui vous aidera bien sûr, trouver des idées de projets d'investissement. C'est des petits aménagements locaux là aussi, hein, ça peut être un banc, un espace végétalisé, une zone de stationnement pour vélos, des jardinières, un ralentisseur. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est des petits sujets, mais il faut les décider très vite. Parce que beaucoup sont mis en œuvre par la voirie, dont le directeur, Monsieur Marty, est là. Il est où? Ah ben, il est là, voilà. Et donc, il a déjà beaucoup de boulot. Alors, ça ne vient pas forcément en tête de ses priorités. Mais bon, voilà, on va essayer de faire avec. Donc, alors oui, et même, je fais mieux que ça, parce que lorsque il se peut qu'un projet que vous présentez dépasse cette enveloppe
qui est assez précisément limité. Moi, je rajoute en général d'ailleurs le complément sur le budget de l'arrondissement. Alors, il ne faut pas que ça dépasse trop, mais voilà, on peut aller un peu au-delà. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques informations donc pour installer ce conseil de quartier, avant de passer la parole et la présidence définitivement à votre présidente pour les 3 ans à venir. Et en vous disant aussi une dernière information pour les conseillers de quartier, je pense que ce n'est pas inutile, c'est que j'ai prévu pour vous une réunion d'information. Tout ce que vous voulez savoir sur la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement sans jamais avoir osé le demander, eh bien vous pourrez le faire le mardi 19 décembre à 19 h en mairie du 15e. C'est la directrice générale des services qui fera cette formation. Alors bon, c'est une formation très sommaire, parce qu'il nous faudrait des mois de formation pour comprendre l'organisation, mairie de Paris, mairie d'arrondissement, les services, la préfecture de police, etc. Mais enfin, voilà, ça vous permet quand même de vous y retrouver. Voilà tout ce que je voulais vous dire et vous remercier de vous être porté volontaire pour 3 ans et de contribuer ainsi à l'amélioration, je le répète, c'est notre objectif à tous, de la vie quotidienne de nos concitoyens. Bonjour à tous. D'abord, je voulais juste me présenter. Je m'appelle Amélie Kanagasabaye. J'habite dans le quartier depuis 3 ans maintenant. Je travaille chez Orange. Je suis chef de projet au siège d'Orange. Et voilà, je suis très contente d'avoir cette fonction de présidente aujourd'hui du conseil de quartier. J'avais envie de m'investir encore plus dans la vie locale parce que je suis très engagée en faveur de l'égalité des chances en matière éducative dans une association nationale où je fais beaucoup de bénévolat. Et je voulais aussi avoir un engagement plus local et de proximité. Et voilà, donc j'ai la présidence pendant 3 ans et on a essayé de construire un agenda qui réponde aux préoccupations locales. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des recommandations ou des idées ou des choses que vous voudriez voir à l'ordre du jour pour les prochaines fois. Voilà, et donc je vais revenir rapidement sur l'ordre du jour, l'agenda, et je laisserai les autres membres du conseil de quartier se présenter, mais très rapidement, qu'on ne perde pas de temps sur les échanges après, en un mot, qu'ils puissent s'introduire. Donc on va parler dans une première partie de l'aide aux personnes sans abri. Donc on reçoit Henri Josefovitch, conseiller d'arrondissement qui est délégué à la précarité, aux affaires juridiques et administratives, Paul Allais, qui est responsable des maraudes de la Croix-Rouge. Donc ça, ce sera sur la première partie consacrée à l'aide aux personnes sans abri. Et dans une deuxième partie, on abordera les problématiques d'accessibilité sur la voirie. Et donc, on a la chance de recevoir Frédéric Marty, qui est chef de la section territoriale de voirie sud-ouest. Voilà. Je vais passer la parole aux conseillers de quartier, en commençant par là-bas, peut-être. Ouais, tout au bout. Vous avez un micro, est-ce que vous pourriez le faire passer en bout de table pour que chacun puisse se présenter ? Très rapide. Bonjour, Agathe Davous, donc je suis suppléante du conseil de quartier. J'habite le 15e depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. C'est avec plaisir que je rejoins l'équipe. Merci. Bonjour, moi je suis Amélie Châtelier, je représente une association, l'Agence du court-métrage. J'habite aussi à titre personnel dans le 15e, mais dans un autre rue Le Courbe, dans le haut de la rue Le Courbe. L'Agence du court-métrage est une association dans le champ du cinéma. On occupe un local que vous voyez peut-être pas loin de chez vous, à l'angle des rues Cévennes et Lacordaire, occasionnellement ouvert au public. Peut-être vous êtes déjà venus ou vos enfants, parce qu'on travaille pas mal avec les écoles du quartier. Voilà. Il faut un travail formidable. Merci. Bonsoir, Raymond Lescombe. Donc, je suis le directeur du Centre Paris Anime Cévennes, qui est dans le quartier, et personnalité qualifiée de ce conseil de quartier depuis plus de 20 ans. Et qui fait un travail formidable aussi, je veux dire, pour les jeunes du quartier. Luc Servière, voilà, j'habite dans le secteur depuis 3 ans, à côté du court-métrage. Bonsoir à tous, je suis Patricia Davido, moi j'habite le quartier depuis 40 ans.
et au même endroit, rue Ballard. Voilà, donc j'ai assisté à toute une transformation, effectivement, de tout cet environnement. Donc, m'intéresse beaucoup de participer à ce conseil de quartier. Bonsoir à tous. Moi, je suis Isabelle de Chavannes. Je vis dans le 15e depuis plus de 15 ans et je travaille également dans le 15e. Voilà. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir participer au conseil de quartier. Bonsoir, Emmanuel Oncel. J'habite dans le quartier depuis 3 ans maintenant et également très heureuse de m'investir dans la vie locale. Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Sylvain Forge, j'habite dans le quartier, je suis titulaire du Conseil des habitants et je suis très très heureux d'être ici avec vous pour parler de notre quartier. Voilà, merci. Il y a notre micro. Bonsoir, Nicole Barbige. Eh bien, je suis comme tout le monde, ravie de faire partie de cette équipe de conseil de quartier. Fatia Agoun, je suis conseillère d'arrondissement du groupe Paris en commun, Lutte Gauche. Bonsoir à tous, Anthony Samama, je suis maire adjoint en charge de la tranquillité publique, la prévention et la police municipale. Bonsoir à tous, Marion Pariset, moi je suis l'adjointe en charge du conseil de quartier, donc Citroën Boussicot, mais également Vaugirard Parc des Expositions. Et je suis donc ce quartier depuis 2020 et je suis ravie d'avoir un nouveau conseil de quartier avec lequel travailler. Et j'attends avec impatience de pouvoir voir votre dynamisme au jour le jour. Et on va passer la parole à l'autre côté. Vous avez un micro. Oui, bonsoir. Donc, je suis Nicole Maupedi, je suis présidente de l'association Mikado. Nous faisons précisément en priorité du soutien scolaire. On s'occupe aussi de l'alphabétisation, aide numérique, aide alphabétique, tout ce qui nous est demandé. Et cette année, en plus, nous avons accueilli dans notre association des familles sans abri. Il y en a 7 dans le quartier, dans 4 écoles du quartier, il y en a 7. C'est des femmes avec enfants, seules, qui errent dans la rue tous les soirs, qui ne savent pas tous les soirs où est-ce qu'elles vont dormir avec leurs enfants. Voilà, et ça, c'est terrible pour ces familles. Voilà. Bonsoir à tous, Hélène Cargranjean, je suis la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou et je siège ici en tant que personne qualifiée, invitée par Monsieur le maire. Bonsoir, Frédéric Truchier. J'habite dans le quartier depuis 26 ans et je suis donc élue suppléante. Bonsoir, je m'appelle Valérie Levieux. J'ai grandi dans le quartier de 0 à 18 ans, puis après je suis partie à l'étranger et je suis revenue dans le quartier il y a 21 ans. Donc je suis très contente de participer à ce conseil de quartier. Merci. Bonsoir, Jean-Pierre Fournier. J'habite dans le 15e arrondissement depuis 1964. Donc ça fait déjà un petit moment que je connais la maison. Et je suis très content de participer à ces conseils de quartier. Alors bonsoir, Farid Daguerrou. Je suis dans le quartier depuis 1987. J'ai pas mal participé au conseil de quartier à travers mon association Rive Javel. Nous avons beaucoup œuvré, aidé, je dois dire, énormément par la mairie, dans un premier temps. C'est pour ça que je tiens à dire que les personnes qui pensent que les conseils de quartier, bon, ben voilà, ça sert à rien et tout, ben c'est complètement faux. Parce que c'est grâce à M. Alphée Roche-Noël que j'avais investi un conseil de quartier où je n'avais jamais mis les pieds en 2017, en disant, j'ai lu qu'il était possible en fin de session de parler d'un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour. Et il m'a dit, ah bon. J'ai dit oui. Donc j'ai parlé de Lafarge et il m'a obtenu, mais même pas 3 jours après, lors d'un conseil d'arrondissement, une entrevue, enfin de moi et des autres personnes qui commencions à faire notre association avec notre maire, M. Goujon. Donc voilà. Donc c'est très important, les conseils de quartier. Je pense qu'il faut y mettre de la dynamique. Il y a un petit peu moins de monde. Ça dépend des thématiques, mais justement, je trouve que c'est très, très important. Et nous avons la chance d'avoir Marion Pariset, que je connais bien, et qui est très dynamique.
Et sinon, par ailleurs, j'ai été aussi tirée suppléante, parce que je dois dire aux personnes qui sont là depuis 2 ou 3 ans que vous êtes drôlement chanceux, hein, parce que moi qui suis là depuis 36 ans et qui c'est ma 3e fois, je viens d'être tirée seulement. Donc voilà, bravo. Et je suis ravie et j'espère que je vais apporter des choses. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors moi je vais me présenter, donc tout en dernier, Henri Josefovitch, je suis conseiller d'arrondissement, délégué à la précarité, aussi aux affaires juridiques et administratives et aussi à l'enseignement supérieur. Et j'ai la joie d'accompagner le maire, Marion, Anthony, dans cette belle aventure qui est notre municipalité du 15e. Voilà. Merci. On va commencer avec l'ordre du jour. Donc je vais vous repasser la parole, Henri, sur la question de l'aide aux personnes sans abri. On s'était dit une dizaine de minutes, et puis après la parole à Paul Allais. Moi, je vais donc vous parler de la situation. Je vais aussi vous donner les grands éléments, puisque je m'occupe de la précarité, notamment de la question des sans-abri et des SDF, des sans-domicile fixe. Alors, il faut savoir que ce sont des situations qui sont en soi très différentes, hein, parce qu'on a beau dire qu'il y a un sigle, il y a des situations très différentes. Il y a aussi beaucoup de structures qui suivent ces situations. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on va commencer. Ça peut être des personnes qui vont être en permanence dans tel lieu, et ça, c'est vrai que ça fait l'objet de signalements. Ça peut être des personnes un peu plus fugitives qu'on voit à tel endroit qui repartent, ça arrive aussi. Il y a quelques endroits dans le 15e où il y a beaucoup plus de mobilité, d'autres où il y a un peu plus de stabilité dans les profils. Et ce sont aussi des situations diverses. Alors, il y a effectivement, on va dire, il y a des familles, ça peut arriver. Il y a des personnes seules ou des personnes en couple. Et on va dire, selon les situations, le traitement peut être différent. Je dirais que si c'est une personne qui est une femme avec un enfant, avec un petit enfant, c'est beaucoup plus facile. Il y a des structures dédiées, comme par exemple la mission d'urgence sociale de la ville de Paris, puisque la mairie a une compétence familiale qui va généralement essayer de réagir. Ensuite, ce sera beaucoup plus compliqué, par exemple, de traiter une famille. Et enfin, la situation la plus délicate pour nous, ça peut être par exemple une personne seule. Voilà, ça, parce qu'elle n'a pas forcément les différents critères, les différents coefficients de difficulté qui fait que c'est beaucoup plus dur. Ensuite, il faut aussi partir d'une chose, ces personnes ne demandent pas toutes un abri. Il y a des personnes qui n'ont pas fait de demande auprès du SIAO, et Paul Allais vous l'expliquera, mais vous avez, et ça c'est généralement beaucoup de personnes à la rue qui n'ont pas fait de demande auprès, donc une demande d'hébergement, et ce qui rend les choses beaucoup plus délicates. Voilà, essayer pour gérer ces situations, sachant que je ne sais pas, par exemple, s'il y a une histoire de grand froid, elles pourront être hébergées, mais c'est des situations beaucoup plus délicates, parce qu'il faut rappeler aussi le cadre légal qui est le nôtre, c'est que, par exemple, rien n'interdit à une personne d'être à la rue. Voilà, ça, il n'y a pas d'interdiction du vagabondage ou de la mendicité, ce qui fait que en revanche, oui, les personnes à la rue ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Si par exemple elle se met à importuner, à empêcher la circulation sur la voie publique, à bloquer un passage, rien n'empêche que par exemple de faire intervenir la sécurité, la police municipale. Si par exemple la personne va mettre toutes ses affaires de façon un peu excessive, eh bien là on peut tout à fait réagir. Mais il faut partir de ce cadre contraint qui est vraiment très très limité. Donc toutes ces personnes n'ont pas forcément fait de demande de logement. Ensuite, c'est aussi des situations, des profils différents. Par exemple, je pense il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé dans la précarité, c'est tout ce qui est dans le rapport à la psychiatrie psychologique, car il y a des antécédents, il y a des parcours personnels difficiles, et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Il y a aussi, par exemple, dans les profils, il faut faire très attention aux idées reçues. Les personnes à la rue sont, par exemple, très attachées à une certaine propreté. Vous avez des associations, par exemple, de Pôle France, qui va proposer un mobile douche, et contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des personnes qui sont spécialement sales. Il faut faire vraiment attention. Ensuite, alors la question de l'alcoolisme, ça aussi c'est très variable. Il ne faut pas tomber dans cette idée que ce seraient des personnes, on va dire, si je puis dire, avinées. Autre aspect, là aussi il ne faut pas se tromper, c'est par exemple une personne à la rue n'est pas forcément une personne qui mendie. Généralement, il n'y a pas de mendicité. Les personnes qui mendient ne sont pas forcément des personnes à la rue. Donc là aussi, il faut faire très attention à ne pas faire de confusion.
Donc, comme je vous l'avais dit, il y a un cadre qui est assez contraint, qui est assez restreint, qui fait que malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais par contre, on travaille beaucoup avec les différents services de la ville, les services de la ville de Paris, avec le SAMU social. Le SAMU social, il gère le service intégré d'accueil et d'orientation. Donc, il gère, par exemple, toutes les questions, les problématiques de personnes à la rue. Il va gérer le 115. Vous savez, c'est une plateforme que l'on peut appeler, que les SDF peuvent eux-mêmes appeler. Si, par exemple, il y a un SDF qui a besoin, qui a besoin d'une aide médicale, il peut appeler le 115. Et donc, le 115, alors, c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher, ça peut être long, mais c'est un numéro grand public. Si, par exemple, vous voyez une situation, pas une situation délicate, eh bien, rien ne vous interdit de le saisir. Si, par exemple, vous êtes témoin, je ne sais pas, d'une prédation, et je parle sous le contrôle de mon collègue Anthony Savama, rien ne vous interdit d'appeler la police. Rien ne vous interdit, par exemple, d'appeler le 3975 si vous êtes confronté, par exemple, à des encombrants, à quelque chose sur la voie publique qui pourrait obstruer. Enfin, d'autres services, donc ça peut être aussi la mission d'urgence sociale de la ville de Paris. Vous savez que la ville de Paris, c'est un ensemble administratif assez complexe, et dans la direction des solidarités, nous avons une mission d'urgence sociale qui va s'occuper plutôt des familles à la rue ou des situations complexes de personnes à la rue. Alors là, c'est un interlocuteur de la mairie du 15e, c'est un interlocuteur aussi du SAMU social ou des associations. Alors là, je vous donne un peu le panorama. Il faut savoir aussi, et Madame a parlé de son association, évidemment, la précarité, ce sont vraiment toutes les associations. Et nous avons dans le 15e arrondissement beaucoup d'associations de différents horizons, de différents profils, national, local, confessionnel ou pas. C'est vraiment un domaine qui est assez vaste, et le 15e est un joli kaléidoscope dans toutes ces initiatives pour la solidarité. On a vraiment la chance d'avoir... Alors je vais essayer de les énumérer, parce qu'elles doivent être saluées. Ça va être par exemple la Croix-Rouge, ça va être aussi l'Ordre de Malte, ça va être l'association Aurore, des associations plutôt à ampleur nationale. Vous avez aussi des associations qui sont plutôt de quartier. Alors je vais citer encore dans les associations nationales la protection civile, parce que ces associations, elles ont la particularité pour les sans-abri de faire des maraudes. Elles se coordonnent. Nous faisons en sorte à la mairie du 15e qu'elles puissent se coordonner, réunion de coordination de maraude que nous organisons une fois par mois. Les associations échangent beaucoup entre elles, et ça vraiment on peut s'en féliciter. Ça peut être évidemment des associations beaucoup plus locales, ça peut être la balade des Lucioles, ça peut être les maraudes d'Antigel, ça peut être des maraudes de paroisse, voilà, c'est juste des maraudes de relations. Alors elles sont forcément peut-être moins équipées, ça peut être des maraudes, si je puis dire, piétonnes, et nous avons beaucoup de choses, le Toit pour tous. Nous avons aussi des associations qui font de la distribution alimentaire. Par exemple, dans le 15e, nous avons l'Union des associations sociales, l'UIS des institutions sociales du 15e, qui fait 2 distributions par semaine. Nous avons Emmaüs qui gère un accueil des jours. Nous avons 2 pôles France au Périchaud. Et donc nous avons beaucoup de structures pour aiguiller les personnes sans abri, parce qu'il faut quand même les suivre. Elles sont, par exemple, elles ont des besoins sanitaires, de se doucher, de se nourrir. Eh bien, il y a des dispositifs qui existent justement pour essayer d'entretenir ce lien social, puisque on n'est pas complètement désocialisé, même si c'est quelque chose qui peut être parfois difficile. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus distantes, et les associations essayent de garder le lien avec elles. Voilà. Les résultats peuvent être... Il faut beaucoup de temps pour faire sortir quelqu'un de la rue, si vraiment on le souhaite. Malheureusement, plus on y est, plus la tendance, si je puis dire, la loi d'entropie, c'est d'y rester. Et on essaye vraiment de trouver toutes les solutions possibles, évidemment, avec tout le monde. Par exemple, même avec Sainte-Anne, lorsque nous avons des personnes qui ont des difficultés psychiatriques, ça aussi, c'est un volet un peu compliqué, mais nous essayons de trouver la solution pour que la personne, si par exemple, je ne sais pas, elle met un peu sa vie en danger, là aussi, il y a quelque chose où on essaye de réagir. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment les personnes à la rue, les personnes qui ont des difficultés sont vraiment suivies. Voilà, on est au courant. Après, nous avons les difficultés. La première tient au fait que la personne n'a pas forcément envie de changer de situation, ce qui complique les choses. Voilà, c'est vraiment un très beau tissu, et je vais justement, Paul Allais va décrire l'expérience de la Croix-Rouge avec sa maraude, qui elle aussi est un acteur très important dans le lien et dans le liant. Merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à lever la main, je parlerai plus fort. Je présente très rapidement, du coup, Paul Allais, je suis responsable de l'équipe maraude de la Croix-Rouge du 15e. Et du coup, j'essaie de vous partager un petit peu notre expérience, notre manière de travailler sur le 15e. Donc, je vous ai mis rapidement une présentation de l'organisation en fait, de l'équipe de la Croix-Rouge dans le 15e. Pourquoi ? Parce que la Croix-Rouge, c'est une très grande association, il y a énormément de choses, d'activités, de divisions. Donc pour comprendre un petit peu de quoi on parle, en fait là on parle bien de l'unité locale de Paris 15, donc c'est vraiment une unité locale qui est à vos côtés, qui est rue Brancion pour ceux qui connaissent. Et on est en fait une sous-division de la Croix-Rouge française, etc. Mais on est complètement indépendant, c'est une association qui est autofinancée, qui a ses propres missions et qui est totalement libre en fait de gérer ses actions comme elle l'entend. Voilà. Donc quand vous voyez nos bénévoles normalement la mi-juin faire la quête, l'argent va directement aux équipes de Croix-Rouge de Paris 15 et nous faisons les missions et nous les finançons comme ça. Voilà. Ça, c'était pour la rapide introduction de l'organisation. Après, donc, à Paris 15, on a beaucoup d'activités différentes, dont bien sûr les maraudes. Mais nous avons aussi du coup l'urgence et le secourisme et la formation pour le grand public, notamment pour les formations PSC1, que normalement vous avez tous suivi de manière très assidue quand vous étiez au collège ou au lycée. Hop. Et donc, au niveau de l'activité maraude, je vais juste faire un petit laïus très rapide sur les principes d'intervention et les valeurs de la Croix-Rouge française, parce que ce qui nous différencie peut-être les autres associations, c'est notre manière de travailler en fait. Et donc la Croix-Rouge a ce principe d'action qui est l'humanité. Donc voilà, on va vers les personnes et l'aide inconditionnelle. Quand on va accompagner des personnes, qu'elles soient à la rue ou qu'elles soient logées, qu'elles soient en hébergement, on ne fait pas de différence. C'est pour ça qu'on parle de personnes accompagnées et pas de SDF à la Croix-Rouge, parce qu'on accompagne toutes les personnes qui viennent à notre rencontre, quel que soit leur statut. On leur pose pas la question d'abord, êtes-vous à la rue ? Oui, non, et dans ce cas, on les aide. On prend les gens comme ils viennent nous voir, ou alors comme on les rencontre, et derrière, on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Voilà. Donc il y a ce principe d'intervention, et derrière, il y a les valeurs de comportement qui rendent la Croix-Rouge un petit peu différente de l'association, c'est-à-dire que nous sommes neutres, impartiaux et indépendants. Alors, c'est beaucoup de fois la même chose. L'idée, c'est de se dire qu'on est un partenaire en fait, des pouvoirs publics, mais on est toujours dans une logique de partenariat et pas de supplétion. Donc on va toujours agir de notre propre fait, donc la Croix-Rouge ne prend pas parti, et c'est aussi pour ça qu'on peut être auprès de tous les gens qui en ont besoin, sans faire de différence, et qu'on peut activer notre action dans tous les domaines. Voilà. Hop. Je vais passer un petit peu sur l'objectif de la maraude et comment on travaille. La maraude, c'est un moment, c'est pas particulier parce qu'on va vers les gens, c'est le aller vers. C'est pas les gens qui viennent à notre rencontre, sauf quand ils croisent le camion avec ses jolies couleurs dans les rues du 15e, mais c'est nous qui allons chercher les gens, on sait qu'on va les trouver, ou alors au contraire on essaie d'explorer un petit peu pour aller à la rencontre. Et l'idée c'est qu'on va d'abord travailler à créer ce lien social, on va pas apporter les réponses tout de suite, l'idée c'est vraiment de parler avec les gens, les sortir de l'isolement. Il y a certaines personnes, des fois on leur parle, elles n'ont pas parlé à personne depuis une semaine, 2 semaines parfois, ça peut être vraiment très long. Et donc l'idée c'est d'aller briser l'isolement d'abord et montrer aux gens qui peuvent avoir des interactions avec des personnes tout à fait normales et parler de sujets des fois tout à fait badins, mais au moins on a brisé cette première barrière de l'isolement. Et d'ailleurs, une fois qu'on a créé ce lien de confiance, on va pouvoir proposer ce qu'on appelle une orientation, et c'est vraiment l'objectif principal de ces maraudes, c'est d'aller proposer à ces personnes qui sont seules et isolées et qui n'ont pas forcément les ressources pour s'informer, des pistes pour aller derrière améliorer leur situation. Ça peut être une aide alimentaire, ça peut être les bains-douches comme on parlait tout à l'heure, ça peut être des activités culturelles pour les gens qui sont logés mais qui se recherchent des choses à faire et qui veulent s'occuper, etc. Ça peut être des services, et c'est vraiment le cœur du métier, les actions sociales pour avoir un logement, pour avoir une domiciliation, pour avoir un RSA, pour avoir une allocation adulte handicapé, ça peut être des choses comme ça. Donc vraiment notre travail est très divers, on peut orienter vers un peu toutes les structures possibles imaginables parce que les besoins des gens à la rue et des gens qu'on rencontre de manière générale sont aussi divers et variés que chacun peut l'être. Voilà. Il y a une petite chose qu'il faut préciser, que nous ne sommes pas une maraude qui fait un travail d'assistance sociale, ça c'est vraiment le travail de personnes qui sont formées pour cela. C'est pas le cas des bénévoles de la Croix-Rouge, tout le monde est bénévole dans l'unité locale du 15e, donc ça c'est vraiment un métier professionnel. On va orienter vers ces structures-là, mais c'est pas nous qui faisons ce travail-là derrière de faire les demandes au SIA, etc. C'est pas notre mission. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas une banque alimentaire, une banque de distribution. Nous avons une aide alimentaire qui peut être une aide alimentaire d'urgence, mais derrière c'est pas vraiment notre travail. Donc si vous voyez des bénévoles de la Croix-Rouge sur le terrain, ils sont en train de parler à des gens, pas forcément de faire une distribution statique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ou c'est assez clair pour tout le monde à peu près? Ça va? Super. C'est pas lui de passer la parole à la salle. Voilà. Non, c'est pas lui de passer la parole à la salle. Un peu plus loin? Est-ce que c'est mieux comme ça? Comme ça, c'est mieux? Super. On apprend aussi avec l'expérience. Vous savez, quand on est dans la rue, on parle aux gens juste à côté d'eux, donc j'ai vraiment l'habitude de parler avec un micro. Voilà. Et donc très rapidement, pour vous donner une idée un peu concrète de comment ça fonctionne une maraude à la Croix-Rouge, et après j'aurai terminé.
En fait, on a une équipe qui est composée de 5 personnes, donc il y a un chef d'équipe. Chef d'équipe, ça peut être une personne très jeune qui a beaucoup d'expérience, hein, ça peut être une personne de 19 ans qui a déjà beaucoup maraudé, ça peut être une personne de 60 ans, nous c'est la gage d'âge qu'on a chez nos chefs d'équipe dans le 15e, donc voilà, ça peut être vraiment n'importe qui. On a un chauffeur de ce qu'on appelle un CHVL, un chauffeur de véhicules légers, qui sont des personnes qui sont spécialement formées pour conduire du coup les véhicules qu'on utilise en maraude, et 3 équipiers maraudeurs, encore une fois, des gens avec des profils qui peuvent être très différents. On se rencontre, du coup, on se retrouve au local de la Croix-Rouge vers 19h30. Alors, nous, c'est lundi et jeudi. Ça dépend, il y a d'autres maraudes, la protection civile, les autres qui font dans d'autres journées. Ça fait qu'il y a toujours une couverture, en fait, finalement, de l'arrondissement qui est faite à peu près tous les jours. Et on prépare notre équipement de maraude, donc nos sacs avec des vêtements, des choses comme ça, des kits d'hygiène qu'on va distribuer. On a un briefing et on part. On est aidé par une boulangerie à Ballard qui s'appelle la boulangerie Mozart, qui nous donne des invendus. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller chez eux, ils sont très sympas. J'en profite quand même pour faire leur petite pub en passant. Et une fois qu'on a récupéré du coup ces invendus, on part en maraude et là on n'a pas forcément un programme, on n'a pas forcément une route prédéfinie, on va aller à la rencontre des gens, soit des gens qu'on a déjà vus les semaines précédentes, on a reçu des signalements, on a reçu des retours en fait de compte rendu d'autres équipes de maraude, soit de la Croix-Rouge, soit d'autres associations. On va aller voir ces gens-là, soit où si on n'a pas beaucoup de choses, on va continuer à aller voir dans le reste de l'arrondissement et essayer de voir les gens qu'on ne trouve pas dans des rues où on ne va pas souvent, etc. pour aller toujours vers ce aller vers. Donc une fois que notre maraude se passe, on rencontre des gens au fur et à mesure, on essaie de les aider, et puis voilà, vers quelque chose comme 10h30, 11h, on range les affaires, on rentre au local, on nettoie notre véhicule, on fait un petit debriefing tous ensemble, et la maraude s'arrête aux alentours de minuit au total, où chacun rentre chez soi. Voilà, voilà. Donc ça c'est un petit peu pour l'expérience de la maraude pour nous rejoindre. Et si jamais vous avez la moindre question sur le déroulement des maraudes, si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez justement nous rejoindre, je vous ai mis mes contacts à la fin, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour en savoir plus, ou si vous voulez nous rejoindre, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Merci à tous. Et bravo. Merci beaucoup. On va passer aux questions sur ces thématiques-là, enfin, sur cette thématique de l'accès pour l'aide aux personnes sans abri. On va passer la parole. Oui, est-ce que vous pourriez, monsieur, enfin tous les deux, nous donner un peu des éléments chiffrés en fait sur ce que ça représente, combien de personnes sans abri dans le 15e, j'imagine que ça fluctue, et puis un petit peu, vous en avez parlé, monsieur, mais une typologie de population un peu en pourcentage pour qu'on puisse vraiment mieux appréhender. Merci. Alors, pour les chiffres, il faut toujours être prudent parce que c'est là où il y a beaucoup de controverses justement. Alors, pour donner un ordre de grandeur, si on prend la Nuit de la Solidarité, qui est une opération de recensement qui a été menée au début de l'année, qui est organisée annuellement. Elle a recensé, on va dire, dans le 15e, à peu près 133 personnes. Voilà, on serait dans cet effectif-là, sachant qu'il y a des personnes avec lesquelles il est dur d'entrer en contact, mais on est à peu près à ce niveau-là, contre 122 en 2022. Si je peux me permettre d'apporter une précision complémentaire, c'est que nous avons ouvert dans le 15e, enfin, depuis un certain temps déjà, 2200 places d'hébergement d'urgence et sociale dans l'arrondissement, sous différentes formes, bien sûr. Hein. Et lors de mon premier mandat, à peu près, j'ai dû ouvrir une structure par an, à peu près. Hein. Ça s'est beaucoup développé au fur et à mesure que la précarité, d'ailleurs, les difficultés que prouvent nos concitoyens augmentaient dans l'arrondissement. Nous en sommes maintenant à plus de 2000 places. Avec les associations, la ville de Paris, l'État, etc. Je ne parle pas des places dans les hôtels et autres, c'est vraiment des structures pérennes. Et du coup, pour compléter un petit peu ce que disait Henri tout de suite, on pense que ce chiffre de 150 personnes, il est assez juste, même s'il peut être des fois un peu sous-évalué, parce que les conditions en fait, d'évaluation de la précarité, de la solidarité, ça se fait le soir et assez tard, par des temps qui sont souvent froids vu que ça se fait en hiver, ce qui fait que souvent il y a les gens sont en fait dans le métro, dans des situations où ils ont réussi à trouver un hébergement, donc il y a sûrement un peu plus de personnes que ça, pas beaucoup plus, mais sûrement un petit peu plus que ça. Et au niveau du type de personnes qu'on peut rencontrer, c'est souvent des hommes entre 25 et 60 ans, parce que c'est les plus favorisés, des moins favorisés d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes avec des enfants, ce ne sont pas des personnes très jeunes ou très âgées. Ouais. Et donc voilà, c'est souvent des personnes qui sont les moins prioritaires, des plus prioritaires d'une certaine manière, donc c'est souvent le public qu'on rencontre. Voilà. Après, mais comment c'est possible par rapport à madame de l'association Mikado, quand vous disiez qu'il y avait effectivement des femmes, des enfants, que vous logiez dans des écoles. J'essaie juste de voir l'articulation, en fait, comment ça se... D'autant que vous parliez de 8 familles.
Et j'ai eu vent d'une famille là, cette semaine avec une petite fille scolarisée dans le 15e qui était à la rue et dont les personnes se sont occupées en appelant la préfecture et qui finalement, c'est Nesrine que vous connaissez bien, qui m'en a parlé. Et finalement, la famille a été logée pour les vacances ailleurs. Donc c'est vrai qu'on entend qu'il y a 2200 places, pardon Monsieur Goujon, et on arrive mal à cerner comment 8 familles avec enfants scolarisés ne trouvent pas à être logées. Ouais, je vais juste distribuer la parole pour qu'on cadre les échanges. Oui, ce serait bien. Allez-y, allez-y. Oui, donc nous, à Mikado, depuis la rentrée... Oui, pardon. Oui, à Mikado, depuis la rentrée, nous avons accueilli petit à petit, sans le savoir, parce qu'on ne pose pas de questions à Mikado. Donc, on a accueilli 7 familles qui sont à la rue. On a 4 familles monoparentales, des femmes seules avec des enfants, donc. Elles sont dans l'errance, elles se baladent avec leurs valises, dans le froid, la pluie, elles ne savent pas où elles vont dormir le soir. Elles vont éventuellement dormir à côté d'Emmaüs, ou alors elles vont dormir dans les couloirs de Necker, et quand Necker, il n'y a plus de place, elles vont dormir dans les couloirs de Bichat. Voilà. C'est dans un tout petit périmètre, hein, c'est entre les écoles Félix-Faure, que je représente ici ce soir, les écoles Félix-Faure, Saint-Charles, Ballard, où suis-je, Jonking, Varé. Voilà, ces 5 écoles-là réunies, on compte 7 familles avec des enfants qui sont dans la rue. Donc nous, on voit arriver ces familles avec des gamins qui sont d'une tristesse à mourir, qui sont plombés, qui sont... Mais vous ne pouvez pas savoir, c'est horrible, vraiment, c'est insupportable. Hein. Donc les femmes, au début, elles n'osent pas trop parler, puis petit à petit, elles se confient. Voilà, on pose... Aucune question, je répète. Donc petit à petit, nous avons mis en place avec les enseignants des écoles du quartier, toutes les équipes éducatives des écoles du quartier, ainsi que les associations de parents d'élèves qui sont là. On a mis dans une salle à disposition de ces personnes des denrées alimentaires, des denrées d'hygiène, et on leur demande ce dont elles ont besoin. On a vu arriver des femmes en tongs, pieds nus, en plein hiver, donc on leur a proposé des chaussures, etc. Donc elles viennent, elles se servent, elles prennent ce qu'elles veulent, et comment dirais-je, on essaye de faire remonter sur les boucs de Mikado et sur les boucs des associations de parents d'élèves, ainsi que sur les boucs des écoles éducatives du quartier, des équipes éducatives du quartier, tous les besoins de ces familles. Donc les équipes éducatives du quartier ont envoyé plein de demandes. Donc je vais vous les dire. La première demande... Interpellation le 13 décembre 2023 au conseil d'école de l'école élémentaire 146 avenue Félix-Faure. L'équipe éducative interpelle à la fois Madame Seka de la mairie de Paris, mais aussi Monsieur Brousseau de la mairie du 15e. S'ensuit un mail de l'école maternelle Jonking-Varé pour qu'on lui accorde d'ouvrir son école à la mi-novembre, sans réponse concrète à ce jour. Et elle aimerait ouvrir son école pour les 3 familles de son école qui sont à la rue pendant la nuit. Donc, elles ont écrit à Mme Rodgen de la mairie du 15e, M. Seka de la mairie de Paris et Mme Hénon, l'inspectrice à la CASP. Voilà, sans réponse. 3e interpellation par mail auprès des APE à M. Goujon, ici présent, Mme Seka de la mairie de Paris, Mme Hénon, inspectrice à la CASP, suite à une intervention du maire, comme quoi la mairie disposait de 2000 places, comme vous le disiez, d'hébergement d'urgence, et monsieur aussi qui est là, saisit la mission d'urgence sociale. Ensuite, il y a eu autre interpellation par mail de la part de mon association Mikado à la mairie du 15e, à la mairie de Paris, Mme Toragnan, avec les associations de parents d'élèves, sans réponse. Donc nous continuons à collecter, à distribuer des produits d'hygiène, des vêtements chauds, de la nourriture et aussi des plats chauds le soir. On donne des plats chauds le soir. Et on achète des cartes SIM aussi. C'est vachement important, les cartes SIM. Voilà, une pièce, donc, comme je vous disais, dédiée à ces familles. Et les familles ont le téléphone de Mikado, donc on peut aussi ponctuellement venir le week-end, dans la journée, n'importe quand, pour venir leur apporter des aides rapides. Voilà. 5e interpellation par mail à vous, monsieur, là, monsieur, je ne vais pas dire ça. Voilà, de la part d'école élémentaire 146 Félix-Faure, qui saisit la mission d'urgence sociale.
Voilà, 6e interpellation par mail de l'école élémentaire 146 avenue Félix-Sor au vice-président de la commission des affaires sociales au Sénat, monsieur Jaumier, pas de réponse. Et depuis ce lundi, là, le gymnase Cévennes, non, pas depuis lundi, depuis mercredi, pardon. Depuis mercredi, le gymnase Cévennes est ouvert, on était très contents, et en fait, il est ouvert que pour les hommes, et il y a parfois des hommes très jeunes. Voilà, très bien, tant mieux pour eux, mais rien pour nos familles. Voilà. La sénatrice EELV, Anne Souris, a été contactée aussi. Voilà, avec Adèle Jounot du collectif Une école, un toit. Voilà, donc on est sans réponse et on a toujours ces 7 familles à la rue. Il fait de plus en plus froid. Elles ne savent pas où elles vont dormir le soir. Donc, qu'est-ce que vous faites pour héberger ces familles de façon pérenne pour le froid, pendant le froid? Voilà, nous on fait du bricolage, mais on aimerait bien une solution humanitaire pérenne pendant l'hiver pour toutes ces familles SDF dans une école ou un autre bâtiment vide. C'est possible. Dans le 18e, Yann Brossard a aidé des familles à trouver refuge dans les écoles maternelles élémentaires de la rue Richomme. Donc c'est possible. Voilà. Alors justement, pour tous les cas que vous soulevez, il faut savoir une chose, c'est que tous ces cas ont été signalés à la mission d'urgence sociale de la ville de Paris. C'est elle, si je puis dire, la balle est dans son camp. Moi, je la saisis. Je l'ai saisie aussi par le SAMU social. Nous avons saisi toutes ces structures. Ensuite, il faut savoir aussi que les écoles, normalement, sont aussi en lien avec tout ce qui va... Il y a des liens avec les assistantes sociales. Elles sont aussi en lien avec les dispositifs de solidarité. Voilà, c'est-à-dire qu'elles sont aussi dans le circuit. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été relayé, ça a été signalé. Et normalement... c'est la mission d'urgence sociale qui a, si je puis dire, ce dossier sur la main. Ensuite, alors, par exemple, nous avons effectivement des dispositifs pour héberger les gens. Alors ça, c'est les associations, ça peut être par exemple Aurore qui en a au Clos Feuquières. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous soulevez une problématique d'hébergement durable. Là, ce que nous avons dans le 15e, ce sont des nuitées. Voilà. Parce que, par exemple, le SIAO, le SAMU social, gère il y a 2 volets logements qu'il ne faut pas confondre. Il y a effectivement la nuitée, mais la nuitée, c'est toujours provisoire. Après, il y a la question de l'hébergement. Et ça, normalement, c'est aussi en lien avec les structures, avec les associations. Par exemple, parce que, par exemple, pour une demande d'hébergement durable, il faut être inscrit il faut avoir formulé une demande. Voilà, pour bien clarifier les choses. Juste un point complémentaire, si vous permettez, puisque vous m'avez interpellé. Donc je voudrais dire qu'évidemment, nous ne sommes pas du tout insensibles aux situations des milliers de précaires qui existent dans l'arrondissement, malheureusement, et que cette situation est tout à fait insupportable. C'est évident, surtout quand il s'agit des familles et enfants qui, pour nous, sont absolument prioritaires. Mais il faut savoir aussi qui fait quoi dans cette ville, qui fait quoi. Moi, je veux bien que les mairies d'arrondissement soient des mairies de plein exercice. Je ne demande que ça, d'ailleurs, et avoir la capacité de lever l'impôt, d'avoir un budget, de décider sur les écoles, sur les dépenses sociales, etc. Mais ce n'est évidemment pas le cas. L'organisation des pouvoirs publics n'est pas faite comme ça. Donc nous, évidemment, d'abord, savoir que... les personnes sans domicile sont de domaine de la compétence de l'État qui réserve des structures d'hébergement, qui finance des associations, etc. Nous n'avons pas du tout la moindre ligne budgétaire de financement de quoi que ce soit pour ce type de problématique. Ce n'est pas sur nos budgets, c'est sur le budget de l'État et de la ville de Paris qui fait énormément, bien sûr, aussi. Donc, quand je dis que nous avons 2200 possibilités d'hébergement, c'est effectivement des associations, des structures financées par l'État et par la ville de Paris. Nous n'en finançons aucune, même si nous avons essayé de contribuer par tout un tas de moyens, et notamment en tant que maire, de faire ouvrir des structures nombreuses dans l'arrondissement qui en avaient besoin. Donc ces situations nous sont évidemment signalées. Nous n'avons pas le pouvoir décisionnel d'ouvrir une école, nous n'avons pas le pouvoir décisionnel de réserver des chambres, etc. Donc ce sont des choses que nous relayons auprès des autorités qui ont à la fois les budgets
et les pouvoirs administratifs, les compétences administratives de le faire. Moi, je n'ai pas le droit d'héberger des familles. Nous avons, par exemple, pendant le plan Grand Froid, nous ouvrons la mairie, une salle de la mairie où nous hébergeons une vingtaine, une trentaine de personnes à la rue, mais c'est sur l'instruction de l'État qui finance l'opération et qui subventionne une association pour une opération dédiée. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bien sûr, merci de faire remonter ces informations et de nous faire des signalements, mais nous ne pouvons que les adresser aux autorités compétentes, et Dieu sait si on en parle souvent depuis quelques jours de cette affaire. Et c'est vrai, vous l'avez dit, la ville de Paris a décidé d'ouvrir un gymnase, le gymnase Cévennes, depuis mercredi matin, pour héberger 140, ce qu'on appelle... Alors, ce sont des faux mineurs isolés, si je peux dire, des mineurs non accompagnés étrangers qui, en fait, ont été détectés comme étant majeurs. Et donc, ils ne relèvent pas de la compétence de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ils ne peuvent pas être placés dans des foyers, mais ce qui est la vocation des personnes dont vous parlez, mais qui, eux, se sont déclarés en venant en France comme mineurs, mais qui ont été déclarés... finalement qui ont été détectés comme majeurs et qui du coup se retrouvent à la rue puisque sans possibilité d'hébergement. Et il se trouve que ces personnes ont envahi l'hôtel de ville mercredi et qu'ils ont été hébergés du coup parce que l'hôtel de ville ayant été évacué, ils ont été hébergés pour une partie d'entre eux dans le 11e et pour une autre partie d'entre eux dans le 15e. Voilà, mais ça c'est sur instruction. Enfin, c'est la ville de Paris qui l'a décidé ainsi. Voilà, donc la situation, je sais, est compliquée à Paris. C'est pourquoi il faut bien connaître la répartition des compétences et l'organisation des pouvoirs publics. Ce n'est pas pour me défausser, puisqu'on fait beaucoup. On a, par exemple, pris l'initiative d'ouvrir une bagagerie dans le 15e, c'était la 2e à Paris, de la coordination des maraudes aussi, qui est importante, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en matière de maraude. Enfin, bon, je vous cite ces exemples, et l'ouverture aussi de nombreux centres d'hébergement. Nous avons même le siège de la plus grosse association de prise en charge de la précarité, qui est l'association Aurore, dans l'arrondissement. Et nous sommes en train d'ailleurs de construire un centre très important d'hébergement, pas loin d'ici d'ailleurs, d'héberger. Enfin bref, donc voilà, on essaye de pousser les projets, de les favoriser, de les aider, voire... de remonter toutes ces problématiques, mais nous avons, en tant que mairie d'arrondissement, assez peu de compétences dans ce domaine, hélas. Merci. On va juste prendre d'autres questions dans la salle. Excusez-moi, si vous voulez, j'aimerais juste compléter ce que vous avez dit, monsieur le maire. C'est qu'en fait, le gymnase des Cévennes, c'est pas de la compétence des mairies, que ce soit d'arrondissement ou même de la mairie de Paris. En fait, là, c'est le préfet de région qui a fait ouvrir ce gymnase. Oui, mais enfin voilà, parce que faire remonter les choses, comme disait monsieur le maire, c'est très bien, mais après, il faut savoir où les adresser réellement. Alors, je pense que la mairie est un bon relais pour ça. Allez-y. Oui, bonjour. Ulrich Vidal, de membre de l'APE du 146 Félix Faure. J'avais une question, c'était pour monsieur Josefovitch. Comment réduire ces délais? Parce que vous disiez que la balle était dans le camp de la mission d'urgence. Là, on n'a aucune visibilité finalement de ce que vous nous dites. Hein. Vous n'avez pas forcément de compétences. Mais comment réduire ces délais justement? Là, il y a eu pas mal de relances de ce que disait Nicole de l'association Mikado. Comment est-ce qu'on peut avoir justement une visibilité et faire avancer ce sujet, nous, en tant que membres de l'APE ou membres d'associations? Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est qu'on fait le maximum. Quand vous faites un signalement, nous n'avons pas de, c'est pas un recours malheureusement. Il n'y a pas de, voilà, je peux pas vous répondre précisément. Le délai, on aimerait bien tous qu'il fût court. Normalement, on est censé, quand encore une fois là, je parle de la mission d'urgence sociale de la ville de Paris, de la direction des solidarités. Donc, elle s'occupe des familles à la rue. Normalement, ce sont des situations, c'est des situations d'urgence. Elles sont supposées être traitées rapidement.
Voilà, comme vous l'a expliqué le maire, nous ne gérons pas ces services de la ville de Paris. Nous sommes juste des interlocuteurs, on fait des signalements, mais malheureusement, on n'a pas de pouvoir de réquisition, on n'a pas de pouvoir d'accélération d'un délai. Tout ce qu'on peut faire, c'est signaler, rappeler qu'il y a effectivement une situation problématique. Et croyez-moi, nous aurions bien aimé faire quelque chose et accélérer la situation. On va prendre 2 autres questions dans la salle et où parmi les conseillers de quartier, on passera au sujet d'après parce qu'on a un peu de retard. Bonjour, Carole également à l'APE. On s'est rencontrés donc, il y a 15 jours. On vous a fait remonter cette situation il y a 15 jours. Donc rien ne s'est passé. Je comprends que vous n'ayez pas le pouvoir. Par contre, vous avez peut-être accès aux gens qui ont le pouvoir. Nous, on passe par vous. Là, ce qu'on entend, c'est en fait, si on va à la mairie de Paris et qu'on occupe les locaux, on a un gymnase. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire quelque chose tous ensemble, main dans la main, appuyés par vous et faire une action quelque part pour que ces familles... Parce qu'en fait, nous, on en compte, évidemment. On parle de notre quartier, en fait. Quand on en compte 7, bientôt 8, parce qu'hélas, on en a une nouvelle à Ballard cette semaine, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus dans tous les quartiers du 15e. Donc nous, on commence à être contactés par tous les membres des associations des parents d'élèves. Donc ça veut dire qu'on commence à être nombreux. Donc dites-nous, en fait, faisons ensemble une action commune. Nous, on est prêts. Mais c'est vous qui savez les moyens d'action. Nous, on ne les connaît pas. Et donc, on est prêts à faire des choses avec vous, mais il faut que vous nous disiez quoi. Non, mais quand nous avons les informations, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs, je n'ai pas connaissance de dizaines et de dizaines de cas dans le 15e, ce n'est pas vrai. J'ai connaissance d'une petite dizaine de cas, c'est déjà beaucoup trop d'ailleurs. Mais nous, bien sûr, notre rôle à ce niveau, à partir du moment où la précarité n'est pas de notre compétence, il y a des choses qui sont de notre compétence et d'autres non, nous saisissons. J'étais au téléphone encore hier avec le préfet de région. C'est l'État qui est chargé de la précarité dans ce pays. Et c'est l'État qui a les moyens financiers de faire des nuitées, d'ouvrir des logements, etc. Voilà, donc nous faisons remonter à ceux qui peuvent. Moi, je ne peux pas décider de garder quelqu'un chez moi comme ça, surtout des mineurs en plus. Mais donc, nous faisons remonter les informations, nous signalons les cas, au rectorat également, bien sûr, puisqu'il s'agit pour certains d'entre eux d'élèves des écoles, et puis également à la mairie de Paris, qui a aussi des moyens importants. Et toutes ces administrations se démènent, font ce qu'elles peuvent. Elles ont beaucoup de difficultés parce que ça s'est massifié de façon considérable. Et quand je parle de 2000 places dans le 15e, c'est que dans le 15e. Donc c'est déjà énorme. Ça n'existait pas il y a quelques années. Donc il y a des efforts très importants qui sont faits. Il y a qui passent à travers les mailles du filet, comme ceux que vous évoquez, malheureusement. Donc c'est à nous, tous ensemble, en tout cas administration et pouvoir public compétent, de régler ça très vite. Juste pour répondre à votre question, toutes ces familles sont suivies par l'assistance sociale des écoles. Hein. Bien sûr, Mme Galtier s'en occupe, bien sûr. Hein. Voilà. Je voudrais juste vous faire remarquer que là, vous avez 5 écoles, toutes les associations de parents d'élèves, plus notre association Mikado, qui vous alerte pour vous dire qu'il y a 7 familles à la rue et une 8e qui nous a été annoncée il n'y a pas longtemps. Voilà. Et nous, on aimerait bien une solution pour ces familles. Parce que nous, on les côtoie tous les jours, quoi. On les côtoie tous les jours. Une dernière question. Donc on va passer au sujet suivant, sur les problématiques d'accessibilité sur la voirie. Je vais laisser la parole à Frédéric Marty. Bonsoir à tous, je suis Frédéric Marty, donc le chef de la section territoriale de voirie sud-ouest. Nous avons comme mission principale, pour ceux qui l'ignoreraient, la gestion de l'espace public et en particulier du domaine public routier sur les 15e et 16e arrondissements de Paris, qui, comme vous le savez, sont les 2 plus grands arrondissements de Paris, en termes notamment de linéaire de voirie. Alors, on nous a demandé aujourd'hui de faire une petite présentation sur les problématiques de mise en accessibilité
de l'espace public pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce que je vous propose, Pardon ? Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible parce que le sujet est tout de même très vaste et sans être complexe. Il y a toutefois beaucoup de textes réglementaires, de lois, de règles qui s'appliquent et qui ont évolué avec le temps. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour cette présentation, c'est tout d'abord de faire... je vais essayer d'être le plus concis possible sur les aspects réglementaires. Ces aspects réglementaires qui débouchent ensuite sur une doctrine de mise en accessibilité de l'espace public, en particulier donc l'obligation des communes à prendre en compte ces aspects réglementaires. Ensuite, on déclinera comment nous, à la section territoriale de voirie, on met en application cette doctrine et ces règles et ces aspects réglementaires de la mise en accessibilité. Et enfin, juste pour terminer, je vous présenterai une petite photo qui est un peu le résumé de tout ce qu'on peut faire sur l'espace public. Alors, tout d'abord, les aspects réglementaires. Alors, comme toute chose, cette mise en accessibilité, elle est régie par des décrets dits 2006, alors je ne vais pas vous abreuver avec des chiffres, 1657, 1658, qui sont relatifs à l'accessibilité de la voirie. Et ces décrets viennent en application d'une loi dite de 2005 pour l'égalité des droits des chances et la participation de la citoyenneté des personnes handicapées. Alors sont pris en compte dans cette loi de 2005, pas seulement les personnes en fauteuil roulant, mais les personnes qui ont toute forme de handicap. Les malvoyants, toute personne, plutôt pas de handicap, toute personne qui ont des difficultés à se mouvoir dans l'espace public. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte les mamans avec les poussettes, on prend en compte les personnes malvoyantes, les personnes qui ont des difficultés d'audition, toute forme de restriction à l'accès à l'espace public. Donc c'est précisé ici dans cette règle. Toute personne qui a en raison de son âge, maladie, accident, les aveugles, les malvoyants, les sourds, les malentendants, etc. Toute personne qui ont des difficultés, je le répète, à se mouvoir dans l'espace public. Alors, cette loi et ces décrets s'appliquent où? Eh bien, ils s'appliquent sur toutes les voies publiques et ouvertes à la circulation publique. C'est-à-dire que ça concerne non seulement le domaine public routier, donc public, mais également, comme ça existe à Paris, des voies privées qui sont ouvertes à la circulation publique. D'accord? Donc pas uniquement les voies de compétences STV pure et dure, mais également tout ce qui est ouvert à la circulation publique générale. Alors le contexte réglementaire. Alors, les dispositions des deux décrets dont je viens de vous parler, eh bien, elles confortent des mesures qui avaient été prises en 1999 et qui sont également destinées aux personnes ayant des difficultés de marche, dont les personnes en fauteuil roulant. Alors, ces deux décrets, ils apportent des précisions complémentaires, notamment sur le repérage des piétons et les équipements de sécurité. Ils apportent des précisions sur la détection des obstacles et des équipements sur les cheminements. Ils apportent des précisions sur la lisibilité de la signalétique et des systèmes d'information, notamment pour les malvoyants, les sourdes ou ayant des déficiences mentales ou cognitives. Alors, les conditions d'application sont données donc, dans le décret 1657, on le retrouve toujours. J'ai oublié effectivement de vous préciser que ça concerne également donc le quatrième thème, l'aménagement des espaces réservés, des espaces d'arrêt pour les véhicules de transport public et de transport collectif. Enfin, la sonorisation également des feux à usage des personnes aveugles ou malvoyantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les répétiteurs sonores qui sont sous les feux de signalisation. Encore une fois, je le répète encore une fois parce que c'est très important, ces dispositions s'appliquent aux voies nouvelles, aux travaux de modification de la structure de l'assiette. Ça veut dire que nous, en tant que gestionnaire de voirie, nous intervenons sur l'espace public quand nous faisons des grosses réparations de chaussées, des grosses réparations de trottoirs, ou en tout cas dès qu'on intervient de façon significative sur l'espace public. C'est une obligation réglementaire, donc on le fait systématiquement.
Alors ensuite, donc, une fois qu'on a tout cet arsenal de lois, de textes, on descend d'un étage et on arrive au niveau de la ville. Donc au niveau de la ville, eh bien, les communes, et la ville de Paris en fait partie, ont le devoir de mettre en œuvre, de définir ce qu'on appelle un PAV. Alors c'est un mot un peu barbare, mais l'acronyme veut dire accessibilité de la voirie, le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Donc toutes les communes et les structures intercommunales en France sont tenues d'élaborer ce PAV. Donc ce PAV, qu'est-ce qu'il fait? Il fixe les conditions susceptibles d'autoriser toutes les personnes à mobilité réduite à accéder à l'espace public. Et il concerne tout ce qui est espace public, ça va de l'aire de stationnement aux routes, aux trottoirs, aux sanitaires publics, tout ce qui se situe dans l'espace public. Et il concerne toutes les emprises, alors encore une fois, ouvertes à la circulation publique, qu'elles appartiennent à la commune ou à d'autres gestionnaires, comme il en existe à Paris. Alors ce plan d'accessibilité, ce n'est pas un sacerdoce, mais c'est un référentiel technique qui permet ensuite de définir des plans d'action. Donc, il a une dimension qui se veut opérationnelle et il permet entre autres de hiérarchiser les itinéraires principaux et de définir les points clés de territoire où il va falloir intervenir en priorité. Alors, c'est toujours délicat de définir qu'un secteur est plus prioritaire que d'autres. Mais parce que de toute façon, nous avons l'obligation réglementaire, dès que nous intervenons sur le domaine public routier, de faire les travaux de mise en accessibilité. Donc, arsenal réglementaire, plan d'accessibilité par les communes, et on revient donc sur nos deux décrets, et je descends encore d'un étage pour arriver, alors là, sur un aspect beaucoup plus pratique, qui nous concerne, nous, en STV directement, sur l'application pratique de ces règles et lois. Donc, sur la colonne de gauche, vous avez le décret, et sur la colonne de droite, vous avez l'application que nous mettons en œuvre dans tous les projets que nous préparons à la section territoriale de voirie, ici, rue Cauchy, donc en état de pas. Et c'est destiné, les plans sont faits, les projets sont réalisés directement à notre section territoriale. Alors je vais prendre, sans vous saouler avec tout un tas de doctrines techniques, ça concerne notamment le cheminement. Donc si j'ai un trottoir avec une personne à mobilité réduite, il faut que j'ai 1,40 m de trottoir. Si j'ai un croisement de 2 personnes à mobilité réduite, il faut que j'ai 1,80 m minimum de trottoir, ce qui veut dire que ça fait des trottoirs de 2 mètres. Donc, si moi, Frédéric Marty, avec la section territoriale et en association, bien sûr, avec les services de la mairie, nous avons identifié une rue que nous allons refaire, cette doctrine est obligatoire et nous devons la mettre en œuvre. Alors après, elle se décline, évidemment, on ne peut pas pousser les murs. Donc, il y a la règle et il y a l'esprit de la règle que nous essayons d'adapter au mieux. Donc, il y a effectivement sur les trottoirs l'espace de trottoir. On a également les pentes de trottoir avec les pentes minimum, maximum. Tout cela est bien codifié, cadré, et ça fait partie de notre doctrine d'aménagement. Alors, le cheminement. Ensuite, voilà. Alors ensuite, on arrive sur les bordures avec des ressauts maximum de 2 cm. On arrive sur le croquis du bas. Vous voyez tous les abaissements de trottoir avec les bandes podotactiles, avec les rayons nécessaires autour des passages piétons, avec les largeurs minimum d'abaissé de trottoir, les bandes d'éveil, le marquage, le contraste. Tout ceci est codifié dans ces guides d'aménagement. Ça concerne également donc, la signalisation. Donc, au fur et à mesure qu'on équipe les carrefours, la signalisation verticale est mise en conformité avec notamment des détecteurs sonores qui sont détectables et déclenchables par télécommande par les usagers et les personnes déficientes visuelles ou auditives. Si on regarde les équipements, alors vous avez sûrement remarqué dans les rues des poteaux avec les boules blanches. Les boules blanches, c'est tout simplement que bien entendu pour qu'elles soient plus facilement détectables par les personnes déficientes visuelles. Alors tout ceci est codifié avec des hauteurs de bornes, avec des couleurs de bornes, avec des hauteurs de prise de vue par rapport
par rapport au bord d'accès. Donc tout ceci, c'est notre doctrine. On la met autant que faire se peut en œuvre dans tous nos projets. C'est également vrai donc, quand on fait des grosses réparations de chaussées ou des aménagements de voirie complets, sur les stationnements. Alors les stationnements, ben voilà, par exemple, là on est sur une rue qui est en sens unique, et donc vous voyez, la personne à mobilité, l'emplacement, ben, il doit faire 7 à 8 mètres, 3,30 mètres de large pour être conforme avec une plateforme d'accès. Ça, bien entendu, ça concerne les voies quand on est en sens unique. Parce que là, effectivement, je descends côté chaussée. Ensuite, si je me place dans cette configuration, donc déjà, je ne vous ai pas parlé du nombre parce que je ne veux pas vous saouler avec les chiffres, mais on a quand même l'obligation également, en termes de nombre, de respecter. Si on a plus de 500 places, c'est minimum 10. Si c'est minimum 2% de l'ensemble des emplacements dans chaque zone de stationnement. Je précise bien entendu qu'à la demande des personnes à mobilité réduite, les emplacements sont définis en accord avec les services de la mairie qui identifient les demandeurs et nous, ensuite, nous mettons en œuvre à l'endroit voulu les places pour les personnes handicapées. Alors tout ceci, bien sûr, on a une signalisation horizontale, une signalisation verticale et tout ceci est mis en œuvre. Alors, l'application, le SEPAV. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un programme pluriannuel de mise d'accessibilité. Et afin d'affiner le travail au plus près des territoires, il y a d'autres dispositifs qui ont été décidés par la mairie de Paris et qui sont mis en œuvre dans l'arrondissement. C'est ce qu'on appelle en particulier un dispositif QAA. Alors c'est un peu barbare, mais ça veut dire quartier à accessibilité augmentée. C'est-à-dire que dans le quartier concerné, tous les carrefours, toutes les zones identifiées vont être équipées. D'accord ? Donc ensuite, bien entendu, Paris ne s'est pas fait en un jour. On ne va pas équiper tous les quartiers de tout l'arrondissement du jour au lendemain. Donc il a fallu prioriser. Et la priorité a été donnée, bien sûr, en compte tenu des Jeux Olympiques en 2024, sur ce qu'on appelle toutes les voies d'accès, sur tous les itinéraires d'accès depuis un métro jusqu'au site olympique, sur les voies réservées pour les Jeux Olympiques. Donc ça, ce sont des priorités qui ont été données. Mais je répète encore une fois que ces dispositifs qui sont mis en priorité en œuvre sur les quartiers vont être pérennisés par la suite et complétés. Pour ce faire, j'ai mis le focus sur ce thème quartier à accessibilité augmentée parce qu'on a un budget spécifique pour cette mise en accessibilité qui vient en complément des budgets traditionnels annuels d'investissement et de fonctionnement de la section territoriale. D'accord ? Donc, ce sont des programmes transverses en plus du fonctionnement traditionnel. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en déduction de notre enveloppe de voirie sur le budget d'investissement ou sur le budget de fonctionnement, c'est une enveloppe complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous ? Alors voilà, ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, à un moment donné, il faut arriver sur le terrain. Alors sur le terrain, comment on fait ? Il y a tout d'abord, il y a un marché qui a été passé au niveau de la mairie centrale de Paris, sur tout Paris, et ils ont fait un relevé exhaustif de tous les lieux, tous les endroits qui méritent d'être équipés, tous les trottoirs où il y a le moindre défaut sur le trottoir, tout a été identifié, répertorié sur une carte, on trouve ce qu'on appelle le Cap Géo, et complété ensuite par nos chargés de secteur, puisqu'à la section territoriale, pour ceux qui le savent, nous avons un chargé de secteur les chargés de secteur sont nos yeux et nos oreilles sur la voirie, et en association avec ce relevé qui est exhaustif qui a été fait, parcourent le territoire et ont identifié tous les lieux tous les carrefours, tous les trottoirs, toutes les bordures, tout ce qui n'est pas aujourd'hui en conformité et qui va le devenir. D'accord ? C'est très important. Donc ça concerne donc la mise en accessibilité.
sur les aménagements nouveaux, je vous en ai parlé, sur les interventions ponctuelles. Les interventions ponctuelles, ça veut dire que nous, par exemple, si on intervient actuellement sur Ballard, je ne sais pas si vous l'avez vu, là on est en train de refaire des trottoirs, des passages piétons. Les passages piétons, on est en train de l'équiper avec les abaissements de trottoirs, les bandes d'éveil, avec le mobilier urbain, etc. Tout ce qui est décrit dans la doctrine que je vous ai présentée un peu plus tôt. Et ensuite, donc, encore une fois, je répète, c'est un budget qui vient la mise en accessibilité en plus des budgets traditionnels de la voirie, d'investissement et de fonctionnement. Alors, bien sûr, je vais quand même donner une précision, c'est que tous ces relevés de terrain qui ont été faits soit par l'entreprise spécialisée ou soit par nos chargés de secteur directement, parce que rien ne vaut quand même l'œil d'un expert qui est sur le terrain 24 heures sur 24, pour certains depuis 20 ans, et qui connaît ce territoire par cœur, pour pouvoir identifier les zones qui ne sont pas équipées. Donc ces gens-là, ils ont une expérience de terrain et ils savent pertinemment que dans tel endroit, l'anomalie qui a été détectée, elle est facilement résorbable, auquel cas ça fait l'objet tout de suite d'une intervention, soit elle est classifiée comme difficilement résorbable, parce qu'on est par exemple sur un carrefour complexe. Je ne sais pas, par exemple, si je me mets au niveau du boulevard Grenelle, il y a quand même des carrefours qui sont extrêmement complexes, à 7 ou 8 branches. Donc la problématique, vous comprenez, n'est pas du tout la même que pour faire un abaissement de trottoir. Si j'ai une bouche d'égout, les égouts à Paris sont quand même très profonds et c'est plus difficile de déplacer une bouche d'égout que de faire un abaissement de trottoir. On a un exemple récent, par exemple, sur la rue Linois, où nous accompagnons la mission vélo, qui est en train de faire la pérennisation des ex-coronapistes. Et effectivement, ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'il a fallu refaire tout le réseau d'égouts, changer les bouches d'égout et descendre jusqu'à 20-30 mètres de profondeur pour aller modifier le système d'égout. C'est pour ça, en surface, vous avez l'impression d'avoir une emprise qui, effectivement, dans le temps, est extrêmement délayée, mais qui, en pratique, les ouvriers travaillent en sous-sol. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a classifié toutes les interventions à réaliser en complexe, peu complexe, facilement résorbable, difficilement résorbable. Et tout ceci fait l'objet d'une cartographie qui aujourd'hui est aboutie et qui se trouve sur un outil qu'on appelle le CapGeo et que nous avons à disposition. Voilà. Alors pour terminer, eh bien, je vais juste vous présenter une photo de ce qui a été fait récemment sur le carrefour. Alors, c'est pas juste à côté, mais c'est quand même pas très loin, sur le carrefour Zola-Violet. Vous avez la photo à gauche avant, et ensuite, à droite, vous avez ce qui a été réalisé, donc l'aménagement du carrefour, avec l'élargissement de trottoirs, donc pour permettre le croisement des personnes à mobilité réduite, avec les passages piétons, les sas, la signalétique, l'équipement des feux. Ça, c'est un carrefour. Quand on y passe aujourd'hui, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Mais en fait, il faut se rappeler qu'à l'origine, c'est la photo de gauche qu'on avait. Et la photo de gauche, elle a 1 an. Alors bon, un petit bémol, l'asphalte, comme vous pouvez constater, on a fait la photo pendant le chantier. L'asphalte sur la photo de droite n'est pas encore réalisé, mais aujourd'hui, il l'est. Donc effectivement, quand on passe sur le carrefour, on se dit, tiens, on a l'impression que rien ne s'est passé. Mais si, en fait, on est passé d'une configuration purement routière, voire autoroutière, à une configuration urbaine adaptée à mise en accessibilité pour les PMR. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci. On va passer aux questions. D'abord autour de la table en priorité, et puis en plus c'était le sujet de M. Servière, donc on va lui laisser la parole. Oui, vous nous avez évoqué effectivement de façon très claire ce qui concernait l'accessibilité en termes de projet, en termes d'existants, par rapport aux personnes à mobilité réduite. Il y a des problèmes qui, semble-t-il, n'arrivent pas à être réglés. Je parle, par exemple, du carrefour rue Saint-Charles, rue de la Convention. Pas de problème, quand il fait beau, le soleil, tout est parfait, les trottoirs descendent. Tout. Dès qu'il pleut un petit peu, c'est le marigot. Lorsque nous sommes simplement sur nos 2 pieds,
pas de souci, on fait quelques pas à droite ou pas quelques pas à gauche et nous pouvons passer. Sinon, quid? Voilà. Vous voyez, c'est... Alors, est-ce que cet état de fait que j'ai pu constater depuis 3 ans est lié à des problèmes techniques? Est-ce que ça... Oui, est-ce que ça ne rentre pas dans vos compétences? Voilà, telle est ma question. Monsieur, je peux vous répondre aisément. En fait, vous avez tout à fait raison. Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur, vous avez tout à fait raison. La situation n'est pas toujours satisfaisante, mais effectivement, c'est un problème technique, parce qu'on est sur un espace qui est très plat, il y a très peu de pentes, donc dès qu'on a des abats d'eau conséquents, même si les calculs de débit et d'absorption sont théoriques, dans la pratique, je conçois que ça ne vous satisfasse pas. Ceci dit, quand on fait des projets, non. On fait au mieux de ce qu'on peut pour adapter les pentes, justement, pour permettre, compte tenu des contraintes donc de l'aménagement de l'espace public, des contraintes sur les bordures, les hauteurs maximum pour les PMR, les pentes maximum en long, en travers, plus l'écoulement des eaux. C'est quand même une équation à 5 inconnus, donc ce n'est pas toujours très commode, je vous l'accorde. C'est vrai, c'est un problème technique avant tout. Une question, vous venez de refaire très récemment le rond-point Saint-Charles. Il est tout neuf, il a été présenté au conseil de quartier il y a moins d'1 an et demi, il est tout neuf. Lorsqu'il pleut, et ce mois dernier il pleut pas mal, on se retrouve avec une flaque qui fait à peu près 3 mètres. C'est tout neuf. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de par le prestataire qui a réalisé les travaux de revoir sa copie? Moi, je dirais que la pente minimum, c'est un demi-centimètre par mètre pour pouvoir écouler l'eau. Peut-être. Vous avez peut-être raison, monsieur. Je vais envoyer notre chargé de secteur qui me donne son opinion sur le sujet. Vous savez, il y a pas mal de circulation, donc c'est probable qu'effectivement, il y a peut-être eu un affaissement à cet endroit-là, je ne sais pas. Il faut que je regarde quelle est la cause avant de pouvoir traiter le sujet. Donc j'enverrai notre chargé de secteur. Vous savez, vous avez un outil... Attendez, pardon. Vous avez un outil quand même qui est très pratique, qui est à la disposition de tous les Parisiens. Et le 15e n'y échappe pas, ça s'appelle Dans ma rue. Et dans ma rue, on signale, et à ce moment-là, l'intervention est traitée. Aucune intervention n'est laissée de côté quand elle est inscrite sur Dans ma rue. Qui plus est, nous avons récemment ont été recrutés des aides chargés de secteur, justement pour éviter, parce que malgré tout, Dans ma rue est un outil fort pratique, mais qui permet tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que les sollicitations arrivent de tous azimuts, voire quelquefois sont farfelues. Donc on a des aides chargées de secteur qui, au départ, font un pré-tri, et ensuite la demande est traitée directement par nos chargés de secteur. Alors après, on dispatche suivant le cas. Ça, c'est un problème de voirie. Donc effectivement, il y a un flash sur la voirie. Donc le sujet va être traité directement par nos services compétents ici à la section de voirie sud-ouest. Oui, madame, et puis après on passera la parole à la salle quand même. Oui, en fait, je voulais poser une question pour les travaux à venir de l'accessibilité piétonne, à la fois des piétons et pour les problématiques de personnes à mobilité réduite, par rapport à l'installation Lafarge qui est presque finie. Ben voilà, c'est quand même... mais même là, le quai... enfin bref, les camions, on le sait maintenant, doivent entrer par le pont Mirabeau. Sauf que pendant un moment, pendant les travaux, ils passaient par en dessous, alors que maintenant, ils vont devoir traverser, vous voyez, là où les gens, enfin au niveau pas vraiment du carrefour, mais un tout petit peu décalé. Donc il y aura cette partie-là, et là, ils prendront la descente pour accéder, je parle des camions toupies et autres, pour accéder à Lafarge, sur les quais, et ressortiront devant devant le jardin, le grand jardin,
Citroën. Le parc André Citroën, oui. Tout d'un coup, je me disais André Citroën, non, c'est mon quai, mais c'est bien cela. Donc en fait, mais tout simplement, déjà, pour cette partie du chemin, est-ce que vous en avez... Enfin voilà, parce que là, ça va bientôt se faire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Est-ce que vous avez été... parce que ça, ce sont directement votre nom. Tous ces travaux qui sont sur les quais, en fait, sont de la compétence AROPA, donc Port de Paris. Voilà, donc après, nous, on peut intervenir sur ce qui selon nos prérogatives, sur l'espace public, sur le domaine public. Mais on n'a pas prévu parce que quand même, c'est une voie qui est classée trafic lourd, donc elle est déjà identifiée comme telle. Donc la structure de chaussée, j'ai rien à faire, sauf peut-être tous les 20 ans refaire le tapis. Mais on n'a pas prévu de faire d'aménagement spécifique parce que je ne comprends pas bien votre question. Qu'est-ce que vous parlez de l'aménagement pour les PMR, c'est ça? Quand les camions vont ressortir, ils vont traverser là où tout le monde traverse. Au niveau et donc là, c'est quand même... C'est un carrefour à feu, oui. Vous devez quand même avoir une signalétique à la fois pour l'hiver. Ah oui. Oui. Ah oui. Certes. Mais... Oui, c'est pas fini parce que vu les aménagements qui sont en cours sur les quais, mais ça va forcément nous remonter parce qu'ils ont. Pour l'instant, non. Mais par contre, ils ont une accessibilité sur le domaine public. Donc en tant que tel, et nous, en tant que gestionnaire, on va être saisis. Donc tous les services de la ville, il y a ce qu'on appelle des instructions techniques qui permettent justement d'identifier et de traiter ce problème en amont. Oui, juste, moi, ce que je peux regretter simplement, c'est le maintien des installations Lafarge sur ce quai en pleine ville, à Paris, sur ce qui est une promenade. Il est d'accord avec moi. Il peut rester, du coup. Non, mais il peut rester, oui. Non, c'est que le projet que j'ai lancé dès mon premier mandat, c'est un arc vert structurant qui traverse le 15e, un peu en fer à cheval, de 8,5 km, la plus grande coulée verte de Paris, qui relie le parc Brassens au parc Citroën, qu'on a d'ailleurs étendu d'1 hectare au passage, et qui continue par les quais bas, avec une promenade de 6 mètres de large à bord de quai, pavé, éclairé avec quelques placettes, etc., et quelques installations. Mais et remontant ensuite à Birakem par l'enceinte des fermiers généraux jusqu'à Montparnasse. On a prévu de planter 1 millier d'arbres d'ailleurs sur Montparnasse, enfin, etc. On a végétalisé déjà d'ailleurs le boulevard Pasteur, le boulevard de Vaugirard, et donc maintenant il nous reste Grenelle et Garibaldi à faire. Mais donc il est tout à fait impossible qu'on maintienne une installation telle que Lafarge. Et je regrette que l'État... Je crois, Monsieur Coujon, si je puis me permettre, pardon de vous interrompre, mais on est obligé de faire avec là maintenant. Non, oui, non. On ne va pas revenir sur non, mais je voulais... Non, mais je voulais, si vous me permettez de continuer, c'est gentil, de dire simplement pour l'édification des citoyens qui n'ont pas la même connaissance que vous et que moi du sujet, que la ville et l'État ont souhaité maintenir cette installation. Voilà. Contre notre avis, et à Repas aussi. À Repas, c'est Port de Paris. Hein, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était question que cette installation se développe davantage encore. Alors c'est vrai que nous avons un peu progressé, puisque le permis de construire qui a été attribué avec un avis défavorable de ma part, je le dis au passage, a permis quand même de diminuer la puissance, si je peux dire, de cette centrale à béton, d'une société Lafarge qui se comporte très mal, avec des fuites dans la Seine, avec énormément de problèmes concernant les travaux, etc. Et donc, jamais cette centrale n'aurait dû rester là. Lafarge a une installation dans le port industriel de Gennevilliers. C'est un port industriel qui est fait pour ça. Ça n'a rien à faire en plein Paris. Ou alors, ça veut dire que le 15e est moins bien traité que le centre de Paris et que les berges de Paris qui sont aménagées. Parce que l'idée, c'était de faire évidemment une continuité, une promenade continue, traversant tout Paris, bien sûr, et allant ensuite vers Issy-les-Moulineaux et vers les Hauts-de-Seine, où il y a aussi un cheminement
vert. Donc voilà, je voulais quand même préciser ça. Et la deuxième chose que je voulais... Et donc oui, nous sommes très très vigilants sur ce qui se passe sur Lafarge, et je sais que vous l'êtes aussi. Comment? Oui, oui, bien c'est insupportable. Eh bien oui, parce que cette centrale à béton, malheureusement, va voir le jour même avec une capacité réduite. Hein. Bon, enfin, donc là... Alors... Mais oui, parce qu'il y a deux choses. Là, c'est pas Lafarge, là, c'est Semtex, c'est une autre entreprise. Mais aussi, c'est vrai, vous avez raison de le dire, il y a une concentration inadmissible de centrales à béton et d'entreprises de ce type sur ce secteur, sous le périph', enfin bref. Donc là, d'ailleurs, nous allons... Oui, mais attendez, nous allons faire un aménagement. Là, il y a un projet qui s'appelle « Inventons la métropole du Grand Paris numéro 2 », qui va être réalisé entre le souterrain qui sort de Paris et le périphérique, là où il y a la station Total, qui est une réfection complète de la voirie et la construction d'un bâtiment assez emblématique par un grand architecte japonais d'ailleurs, un bâtiment multi-usage qui va être très long et qui va être installé sur une parcelle de 3000 m² au sol, qui va permettre de modifier complètement la physionomie de ce quartier avec une belle entrée de Paris. Mais du coup, il va y avoir effectivement des négociations avec cette entreprise de façon à ce qu'effectivement elle fonctionne différemment. Donc ça, c'est une négociation qui est en train de se faire et toute la voirie va être modifiée et d'ailleurs également de la plantation des arbres, la plantation d'arbres tout le long de ce cheminement. Voilà, ça c'est pour... La deuxième chose que je voulais dire pour aller très vite, c'est que la problématique des piétons est très importante. D'ailleurs, il y a un plan piéton qui va être voté au Conseil de Paris la semaine prochaine. C'est que j'ai décidé de mettre en place dans le 15e un comité piéton qui se verra le jour en janvier, je crois, enfin je ne sais plus la date, de façon à pouvoir examiner, comme celle que vous avez indiquée, et qu'on voit à beaucoup d'endroits sur les trottoirs malheureusement, toutes les difficultés que peuvent éprouver les piétons à circuler dans le 15e. Donc on a un comité vélo par exemple, on aura un comité piéton également pour examiner toutes les questions des piétons, mais je confirme ce qu'a dit M. Marty, c'est qu'il y a une application qui est assez bien faite, qui s'appelle Dans ma rue, sur laquelle je vous conseille d'aller pour signaler tout ce qui ne va pas, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne la voirie, comme c'est l'objet aujourd'hui de notre discussion, que pour la propreté, la sécurité. En fait, tous les sujets peuvent être évoqués sur cette application. Ça va directement dans les services municipaux. On va passer la parole à la salle. Madame, allez-y. Truba, je suis suppléante aussi. Et bien, j'aimerais aussi signaler quelque chose dans ma rue. Alors que l'application, elle est excellente et l'intervention, elle est jusqu'à 48 heures du moment qu'on fait le signalement. Il y a une chose dans ma rue qui est la rue de la Montagne de l'Espérou, un trottoir que ça fait 5 ans qui a été, on a travaillé dessus. Et depuis, il y a à peu près 50 mètres de trottoir qui n'a jamais été refait. Alors, je connais le sujet, madame, effectivement. On a changé, enfin, la ville de Paris a changé de prestataire en ce qui concerne l'éclairage public. Donc, il y a un ancien prestataire et un nouveau. Et entre les deux, eh bien, il y a des loupés comme devant chez vous. Et il se trouve qu'on a quelques endroits sur le 15e, mais pas que sur le 15e, mais c'est vrai, sur le 15e, sur le 16e aussi. On a des endroits qu'on a identifiés où effectivement les travaux de réfection définitive n'ont jamais été terminés par l'ancien prestataire. Donc on a en charge, effectivement, on doit le faire, je sais, et ça doit être réalisé au plus tard avant les JO. Voilà. Autant dire... On va prendre une autre question pour passer la parole. La des immeubles était accrochée sur les lampadaires. Ils ont changé les lampadaires, il n'y a plus de signalement. C'est bien ça. Ouais.
On va prendre la question de la dame tout au fond de la salle qui lève la main depuis tout à l'heure. Sur les chantiers, quand il y a beaucoup de travaux dans le 15e et il y a beaucoup de chantiers. Et on peut remarquer, honnêtement, ce n'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, il y a des chantiers où il n'y a pas d'accès PMR. Donc il y a bien l'autorisation, il y a la circulaire administrative, autorisation d'occupation, autorisation d'intervention. Et quand on lit ces circulaires, c'est marqué protection des piétons, assurer en permanence un passage pour les piétons sécurisés sur le trottoir d'une largeur, etc. Vous connaissez. Et on se demande pourquoi ce n'est pas marqué PMR. Et c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou comme dans les fiches CEREMA, effectivement, le piéton, le PMR est considéré comme un piéton. Simplement, quand on regarde dans le nouveau code de la rue, on s'aperçoit que c'est marqué « Favoriser l'utilisation des pistes cyclables pour les personnes en fauteuil roulant ». Donc le PMR, il se trouve où exactement ? Et donc, ma question a été, puisque c'est très difficile de changer une circulaire, j'imagine, est-ce que vous ne pourriez pas insister lors des réunions de chantier avec les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, et en plus, dans la catégorie, quand c'est marqué « installation présente dans l'emprise », est-ce que vous ne pourriez pas marquer « passage piéton provisoire » avec accès PMR? Parce que quand vous mettez déviation piéton obligatoire, le PMR, il aimerait bien, mais si vous ne mettez pas la rampe d'accès, il ne peut pas y aller. Donc, il y a vraiment une vigilance et insister terriblement. Je donne un exemple très précis. 44 à côté, rue du Théâtre. Je l'avais déjà signalé. Et c'est vrai que normalement, on pourrait tous faire ça. Quand vous avez un numéro de téléphone sur les balissades, vous téléphonez à l'agence et vous leur dites « il n'y a pas de rampe d'accès ». C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est l'agence qui s'appelle Agence Valetton. Bon. Je leur ai dit, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit « écoutez, je ne pense pas que ce soit nous, je ferai remonter l'information, mais c'est la voirie de le faire ». Donc, exactement, à qui c'est de le faire et qui contrôle, qui vérifie. Voilà, merci. Alors, tout d'abord, je tiens à signaler que nous avons la chance à la mairie du 15 d'avoir un adjoint à l'espace public, Jean-Yves Pinet, qui est particulièrement efficace, voilà, et qui intervient régulièrement sur tous les chantiers de bâtiments, sur tous les chantiers de voirie, sur tous les chantiers de concessionnaires. Et croyez-moi, nous l'avons en ligne, bon, je ne dirais pas une dizaine de fois par jour, mais peut-être 7-8 par jour. Voilà, donc il est parfaitement, tout à fait actif sur tout le territoire, pas simplement autour de Balard. Qui plus est, là, je crois savoir qu'il n'habite pas très loin, donc il est particulièrement attentif à votre secteur. Bon. Ensuite, quand nous donnons des autorisations de voirie, des permis de travaux, des permis de stationner, nous faisons des réunions d'ouverture de chantier qui font l'objet de PV, qui sont consignés, qui sont enregistrés. Nous prenons des arrêtés, et ces arrêtés donnent lieu à des prescriptions qui doivent être respectées, comme vous l'avez justement dit. Et si elles ne le sont pas, eh bien, elles font l'objet d'abord d'un rappel à la loi par notre chargé de secteur, et si besoin, avec l'aide des services municipaux et donc de l'adjoint de la voirie, plus les services de police municipale, nous montons en puissance jusqu'à ce que les pétitionnaires se mettent en conformité avec la réglementation, madame. Il n'y a pas de... La loi, elle est faite pour tout le monde, et on n'a pas le droit d'être sur l'espace public et de mettre en danger les usagers habituels. On peut laisser répondre 1 minute. Voilà, madame. Oui, simplement, ça n'empêche qu'on peut quand même mettre la rampe d'accès sur les chantiers, insister, parce que je vous assure qu'il y a énormément de chantiers dans le 15e, il n'y a pas de rampe d'accès. Donc honnêtement, j'invite tout le monde, chaque fois que vous voyez qu'il n'y a pas de rampe d'accès sur les chantiers, c'est-à-dire un chantier avec une emprise sur le trottoir, vous prenez le numéro de téléphone et puis vous téléphonez, parce que c'est sûr que le temps administratif est très très long, mais le temps de la comprenette est encore plus long, quoi. Donc si tout le monde s'y met, on pourra peut-être y arriver. Et quand vous parlez de l'application dans ma rue, ça ne marche pas forcément à tous les coups. C'est vrai que ça marche en général bien. Mais par exemple, vous voyez, quand vous avez fait un travaux sur la voirie... On va passer la parole à la Oui, mais dame. c'est intéressant parce que ça, c'est des travaux et il n'y a pas le suivi après. C'est-à-dire, quand le trottoir et la chaussée, il n'y a pas la bande entre les deux. Le fauteuil roulant, il ne peut pas passer. Vous n'avez pas remis le bitume François Copé Convention. Et je ne parle pas, bien sûr, du carrefour Croix-Nivert et puis à Bégroute qui est demandé depuis 2006. Merci. Madame, devant. Oui, allez-y, vous.
Bonsoir, je fais partie aussi de l'APE. Je ne venais pas du tout pour ce sujet-là, mais j'en profite. À l'école Félix Faure, donc au 146, on a déjà signalé un accident, en fait. Il y a eu un accident il y a 2 ans, suite à quoi la surveillance est assurée. Le problème, c'est que persistent des problèmes liés à la vétusteté du marquage. Et du point de vue de la sécurité, mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été remonté. L'année prochaine. Avant les JO, du coup. On l'a déjà remonté. L'accident a eu lieu il y a 2 ans. Il y a des choses qui ont été faites, mais le marquage est toujours aussi inopérant. Irréprochable, loin de là, si ça se saurait sinon. Mais effectivement, dans ma rue, après, avec le temps, quelquefois, il faut faire remonter les informations parce qu'il y a des listes, on en reçoit, je sais pas, mais 2000 par mois. Donc effectivement, quelquefois, il faut faire remonter les informations. Quelquefois, il y en a qui passent à la trappe. On n'est pas irréprochable, je ne vous dis pas le contraire. Mais en général, on a des réponses sur 95-98% des dans ma rue. Sachant que la difficulté au départ, c'est bien de trier, parce que dans ma rue, tout et n'importe quoi arrive sur le site. Et quelquefois, même, on a des farfelus qui nous bombardent d'emails, on en reçoit, pour le même signalement, on en reçoit 100, 150. Vous voulez, c'est une perversion de l'utilisation de l'outil. Donc c'est très compliqué. Mais on fait de notre mieux avec nos moyens tels qu'on nous les a. Je voudrais insister particulièrement sur ce site qui est très signalé, puisqu'il y a eu un accident, effectivement, il y a quelques mois ou 1 an ou 2, enfin bref, qui nécessite effectivement, bon, en dehors de la surveillance, une réfection du passage pour piétons. Alors c'est vrai qu'après un accident très grave, il y a quelques années, j'ai pu obtenir des crédits spécifiques dédiés à la remise en peinture des passages piétons, dont beaucoup s'effacent au fur et à mesure, bien sûr. Il y a un programme considérable sur le 15e de remise à niveau de ces passages piétons. Celui-ci doit être absolument prioritaire, je le redis. Vous savez, c'est vraiment un site extrêmement difficile et dangereux parce que les voitures foncent à cet endroit-là et rien ne les arrête, quoi, même pas les enfants et les agents de surveillance. Oui, on a comme mission aussi d'avoir terminé 100% des lois LOM, donc protection des passages piétons des carrefours. 100% des aménagements devraient être terminés fin janvier 2026. Voilà. Bon, voilà. On va essayer de faire plus vite pour le sur vote. Le 15e. Hein. On va prendre les questions pour ceux qui lèvent la main déjà. Madame devant. Alors, je voudrais juste savoir qui parmi vous fait le lien avec la RATP, parce qu'il y a vraiment besoin d'un rappel à l'ordre aux conducteurs, aux chauffeurs de bus, que quand ils s'arrêtent, ils doivent s'arrêter de telle sorte que les personnes âgées descendent facilement du bus, à savoir contre le trottoir. Qui pourrait leur rappeler ça? Parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour les PMR. Je ne sais pas quelle est la proportion de PMR dans l'arrondissement par rapport aux seniors, mais plus on vieillit et plus on a de mal à descendre du bus. Vous avez raison. Donc ça coûterait rien. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé récemment un élu du 15e pour assurer la liaison. Il ne fait que ça avec RATP et SNCF, enfin les transports publics, vous voyez, parce qu'il y a le RC aussi, enfin bref. Donc il est nommé depuis peu et donc il suit tous les dossiers RATP et SNCF. Donc bien sûr, vous avez parfaitement raison. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup de réunions avec la RATP, évidemment, et nous leur rappelons un certain nombre de consignes. Mais c'est vrai que la RATP nous dit que tout son réseau de bus aujourd'hui est accessible, mais c'est un peu théorique, parce que ça dépend exactement où s'arrête le bus.
s'il y a des véhicules qui empêchent l'arrêt. Enfin, il y a beaucoup de problématiques. Non, mais ça, je l'ai constaté il y a aussi. Beaucoup de problématiques. Mais même dans le cas où il n'y a pas de voiture qui bien sûr. gêne le bus, bien sûr, il y a beaucoup de le problèmes. chauffeur ne prend pas soin de s'arrêter parallèle au trottoir. Donc, c'est des choses, effectivement, qui sont rappelées aux chauffeurs de bus et que nous allons encore réitérer. C'est comme la vitesse des chauffeurs de bus, qui souvent est trop importante et qui crée pas mal de problèmes dans les voies dans lesquelles ils circulent. Est-ce que je peux faire une demande de zébra, de passage piéton? Ce serait bien dans la rue Saint-Charles, entre, par exemple, Franprix et la rue Sébastien Mercier. Oui, un passage piéton, parce qu'il y a quand même beaucoup de piétons qui traversent là, étant donné que Franprix est quand même très fréquenté. Et il faut vraiment contourner. Si on veut aller chercher un passage piéton avec ses provisions, ça fait quand même de la marche. Donc, quand on veut rejoindre la rue Sébastien-Mercier, voilà, ça implique de faire un passage piéton entre Franprix et cette rue. Oui, oui, oui. Et puis une autre petite demande, alors je pense que ça relève de la SNCF, c'est le RERC. Le petit passage souterrain, justement, ce serait bien qu'il soit nettoyé, parce que je crois que c'est la place de la laïcité, non? Oui. Voilà, c'est un petit passage qu'on aimerait bien utiliser facilement entre la Guinguette, surtout en été, et puis le parc André Citroën. C'est quand même un raccourci plutôt que d'aller jusqu'au pont Mirabeau pour rejoindre la rue de la Convention, quoi. C'est un sujet, en effet, que vous pointez là, que le conseil de quartier a vraiment essayé de pousser aussi avant son renouvellement ici. Donc ça permet de rappeler le travail, et en tout cas, et les sujets qui ont été soulevés déjà depuis 3 ans. La difficulté qu'on a sur ce passage, c'est qu'il relève de la SNCF. Et que c'est eux qui sont à la charge pour pouvoir l'entretenir, le rénover, et qu'aujourd'hui, ils nous disent clairement qu'ils n'ont pas prévu de budget pour le faire, et qu'ils ne prévoient pas de le rénover. Et donc, on a un dialogue à chaque fois qu'on les rencontre. On rappelle ce sujet-là, on le pousse. S'il vous plaît, juste un petit peu d'attention. On arrive en plus bientôt à la fin, donc ça sera plus très long. C'est un sujet qu'on leur rappelle et qu'on repousse à chaque fois, enfin qu'on leur présente à chaque fois, dont on rappelle l'importance, parce qu'en effet, c'est quand même pas un passage qui est attrayant. Et même si on veut pouvoir s'emparer du sujet, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. On ne peut pas avoir une installation qui est faite de nous-mêmes, puisque c'est vraiment de la responsabilité propre de la SNCF et qu'on manque réellement de répondants. Mais en tout cas, sur ce point, je peux vous assurer que on va continuer à le porter et on va continuer à le rappeler, essayer de trouver si on peut s'insérer dans un angle, dans un interstice pour pouvoir réussir à pousser des aménagements sur ce point, parce qu'on a tout le côté quai qui s'améliore et ce passage qui reste en effet assez lugubre et même le soir clairement pas invitant du tout, et pour l'avoir pratiqué, il donne pas du tout envie de le traverser, surtout une femme le soir seule, je vous raconte pas, mais vous voyez très bien, vous le pratiquez autant que moi, je pense que vous êtes très, très au courant de ce sujet-là, donc on l'a bien dans le radar et on va essayer de trouver une solution à ce blocage qu'on a, qui est structurel pour le coup, avec la SNCF qui ne répond pas. Et en fait, c'est des budgets qui montent très haut, et après, il faut aussi qu'ils acceptent et qu'ils soient bénévolents. Et c'est là aussi où c'est difficile, avec des structures qui sont très grosses et qui ont leur propre agenda de priorité, et pour lequel, pour eux, je pense, ce passage est très mineur, en fait. Je crois qu'il y a une dernière question de Madame, conseiller de quartier. Une toute petite question. Alors, une présidente du conseil syndical de la rue Oscar-Roty m'interpelle au sujet de l'établissement Flink, voilà, qui se trouve... voilà, vous connaissez le problème.
Alors effectivement, nous-mêmes, nous habitons rue Sarrazate, on n'est pas gênés au 5e étage, je dois dire. Mais il est vrai que la rue Sarrazate est très étroite. Parlez plus proche du micro, s'il vous plaît. La rue Sarrazate est très étroite et très courte, ce qui fait que quand les voitures arrivent de la rue de la Convention, évidemment, vous savez tout. Bon. Non, je sais tout. Alors là, je vous laisse avec ça. Je me suis assise. Non. Nous avons... J'ai demandé au préfet de police la fermeture administrative de cet établissement, étant donné son comportement irrégulier, si je peux dire, et surtout de mettre fin aux livraisons par des camions assez imposants tous les matins, qui bloquent la rue Oscar-Roty, qui gênent d'ailleurs les parents et les enfants qui vont à l'école Sainte-Élisabeth, et qui met en danger d'ailleurs la sécurité de toute la communauté scolaire. C'est des énormes camions. Bref, nous sommes en conflit avec eux et donc nous avons demandé la fermeture administrative et j'ai déjà fait verbaliser à plusieurs reprises d'ailleurs ces livraisons. Mais donc voilà, maintenant on attend. Alors évidemment, nous sommes dans un état de droit, la fermeture administrative ne se fait pas comme ça, mais en tout cas le préfet de police est saisi. Et j'ai renouvelé d'ailleurs cette demande il n'y a pas si longtemps. J'apaiserai la dame. Oui. Comme nous avons pu faire fermer une épicerie d'ailleurs qui vendait des choses pas très convenables aux enfants. Oui, voilà. Ça a été très vite réglé déjà. Ouais. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir fait fermer ce commerce. Voilà. À l'angle de la rue Butin-Vert avec la rue Sébastien-Mercier. Exactement. On essaye d'être vigilant. On va s'arrêter là sur les questions. On doit quitter l'école à 21h. Vous avez déjà pu poser une question, madame? Arrêtez là. Référent. À un moment donné, on a parlé d'un référent travaux. Est-ce que cette personne, ce serait au niveau de la mairie du 15e, au niveau de la mairie de Paris? Parce qu'il y a beaucoup de travaux. Et comment ça fonctionnerait? Est-ce que c'est par mail, par téléphone, voilà. Et est-ce que c'est un projet, une idée en l'air, ou est-ce que ça va prendre... Non, mais depuis le début de la mandature, j'ai nommé un élu du 15e pour assurer la coordination des chantiers. Mais il travaille avec les opérateurs, avec la ville de Paris, avec les concessionnaires, avec l'État, etc. C'est à son niveau que ça se passe. Mais c'est pas très simple. C'est pas très simple. Si c'était simple, il n'y aurait pas tous ces chantiers partout en même temps, quoi, vous voyez. Donc, mais voilà, c'est peut-être ça que vous appelez référent travaux maintenant. Je ne sais pas. Non, il faut attendre 2024. Écoutez, alors, je vous le dis, parce que c'est vrai que ça inquiète beaucoup d'habitants. Nous avons eu notre première réunion sur les JO mercredi ou jeudi, mercredi, avec le préfet de police et la maire de Paris, pour essayer de voir comment les choses allaient se passer. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai demandé pour le 15e, c'est qu'il y ait une réunion dédiée pour le 15e et pour les habitants du 15e. Donc, vous serez conviés, enfin encore faut-il être attentif aux informations parce que vous ne recevrez pas de courrier, hein, mais il y aura une réunion en mairie du 15e pour les Jeux Olympiques, tout en sachant que les quartiers qui sont impactés de façon très forte, hein, ce sont les quartiers qui sont près du Champ de Mars, c'est entre le Champ de Mars et le boulevard de Grenelle, et de l'autre côté, le long du boulevard Lefebvre, à peu près jusqu'à l'hôpital Pompidou d'ailleurs, et jusqu'à France Télévisions. Parce que nous avons 9 épreuves olympiques au parc d'exposition et paralympiques. Et puis nous avons de l'autre côté le Champ de Mars avec pas mal aussi de compétitions. Et puis bien sûr le jour de l'inauguration, où toute la zone de la Seine sera complètement neutralisée. Dans Paris, il y aura beaucoup de sites neutralisés. Par exemple, la Concorde sera inaccessible entre juin et septembre. De juin à septembre. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se passer. Mais cette information sera donnée par les médias aussi. Hein. Et nous ferons une réunion en mairie du 15e. La date n'est pas fixée, sûrement en janvier, pour informer les habitants et répondre à leurs questions. Merci à tous. On va clôturer cette session-là. Merci pour votre présence, pour vos questions. Merci à tous les conseillers de quartier pour leur implication. Et à très bientôt pour la prochaine réunion publique.